Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je suis accompagné de Johan, Salut, mon associé, bonjour. associé Bonjour à tous. cofondateur. On a, je pense, une grande nouvelle. Je sais pas si c'est Une bonne ou mais une mauvaise, j'en sais rien. il y a peu des importe. évolutions. On fait cette petite vidéo pour fêter les 10 ans et pour parler de deux, trois sujets. Donc, bah, écoute, Johan, bienvenue. Merci. Ça te fait quoi d'être sur la chaîne d'une star de YouTube avec 125 abonnés? C'est bizarre, on se prend vraiment pour une star alors qu'en fait on l'est pas du tout. Ça met la pression alors qu'on ne devrait pas en avoir, mais c'est marrant. C'est une belle expérience encore. Tu te rappelles, Merci. Capital? Capital, voilà. C'était vraiment encore plus exceptionnel. Et c'était à nos débuts en plus, alors c'était encore pire parce qu'on n'a vraiment aucune expérience. Plus de pression d'être sur ma chaîne ou d'être sur Capital? C'est vrai que je me rappelle plus trop, ça fait longtemps maintenant, mais quand même, les deux sont marrants. Donc du coup, bah ouais, aujourd'hui, ça fait 10 ans donc, Ouais. qu'on a monté Iromnifit. On a monté 10 ans. en 2015 et 2025 cette année. Et bah, cette année, alors j'allais dire on a signé notre divorce, mais je préfère plutôt parler cette semaine-là de séparation. Ouais, Et donc nos chemins se séparent dans le sens où professionnellement évidemment. Évidemment. Et, mais tu choisis de prendre une direction différente au niveau professionnel et de sortir d'Iromnifit. Ouais, c'est exactement ça. Donc bah, on va organiser un petit peu là, la vidéo autour déjà de reparler des 10 ans. Vous m'entendez beaucoup parler, moi, de l'histoire d'Iromnifit. Je pense que c'est intéressant d'avoir ta vision aussi, un petit peu comme dans les films de Tarantino, Ouais. où peut-être que moi, quelque chose que j'ai raconté, tu vas peut-être le raconter d'une façon un peu différente. Ouais. Et voilà, de discuter un petit peu de ça, de voir aussi, de casser, de débunker un petit peu tous ces trucs sur l'association, parce que moi je trouve que c'est une association qui a été incroyable. On s'est disputé, je pense, 3 fois dans les 10 Ouais. dernières années. Ouais, mais Et, qui n'ont pas duré bien longtemps non quoi. plus. Et en plus, des disputes qui sont éclatées. Ouais. C'est- Ça a duré un maximum 2-3 heures. Quoi. Ouais, c'est Et ça. après, Donc, c'est un succès d'association, je trouve. ouais, moi aussi. Pourtant, on n'a pas suivi certains codes. On nous avait Non. parlé de pacte d'associés, on avait parlé de plein de trucs qu'on n'a devait jamais le signer fait. chaque mois. Ça, on devait le signer chaque mois, mais on l'a jamais signé depuis 10 ans. On l'a en fait. jamais fait, on l'a jamais signé. Incroyable. Et même la discussion de sortie, et c'est faite. Je Ouais. sais même pas, c'est pas un message. Ouais, qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Ouais, c'est Ouais. ok, allez, go, on y va. Ouais, c'est clair. Bah, en toute chose, vas-y, présente-toi. Ok, donc moi, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan Gu, donc je viens d'avoir 37 ans, et ouais, on vieillit maintenant, et c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. Si vous voulez savoir, c'est ma plus grande peur, ma plus grande crainte dans la vie, c'est vraiment de vieillir. Alors que bon, finalement, on se bonifie, comme on dirait, mais Bah, 37 ans, on est jeune encore. ouais, on est jeune, ouais, c'est Tu vrai. sais que d'un fois, j'ai fait un rapport, je regardais. On va dire que la vie d'adulte, elle commence à 20 piges, d'accord? Ouais, ouais, À 20 ans, elle commence. ouais. Donc là, t'as fait de 20 à 40 ans, t'as 20 ans de vie D'accord. d'adulte. De 40 à 60, t'es pas fini, hein? Ouais, je suis d'accord, je suis C'est-à-dire d'accord. qu'il te reste. Mais tu sais, j'ai cette mentalité de quand on était jeune et quand on avait 20 ans justement et qu'on voyait quelqu'un de 37 ou 40 ans, pour plus nous vieux. c'était vraiment un vieux. Tu sais. Et je me dis, les jeunes de maintenant, ils doivent penser la même chose de moi, ça me perturbe un petit peu. Donc, mais pourtant, je me sens quand même vraiment en forme physiquement, je me sens en forme mentalement, avec beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que ça fait vraiment une différence. Et c'est sûr que dans l'idéal, si j'avais pu avoir l'expérience et la mentalité de maintenant, à l'âge de 25 ans, j'aurais soulevé encore plus de montagnes, on va dire. Mais bon, on va pas se plaindre. Moi, ce que je me dis, c'est que si, avec le succès qu'on a aujourd'hui, on l'aurait eu à 20 ans, Ouais, on aurait fait n'importe quoi. c'est possible. On n'avait pas la maturité, on Ouais, n'avait pas c'est l'expérience, et il faut Ouais, c'est possible. l'encaisser. Le seul moment où je me sens vieux, c'est quand on va au Boca et qu'il y a quelqu'un de 18 ans. C'est pas faux. Mais il y a des fois, il y a des anciens, ils sont toujours là. On se retrouve, on est content. On fait les Jones. Donc, du coup, 37 ans. Ouais, donc 37 ans et voilà, donc que dire sur moi encore donc je suis le cofondateur d'Iron Body Fit, donc on a créé ça il y a 10 ans, c'était un rêve, créer une franchise. À l'époque je savais vraiment pas de quoi, une franchise de quoi, j'avais déjà eu un petit projet avant ça, mais on m'a mis un petit peu de bâton dans les roues, d'ailleurs ça, c'est vraiment quelque chose que si je pouvais donner un conseil à des jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire vraiment n'écoutez pas les gens, n'écoutez pas la famille, parce qu'ils font ça pour vous protéger, ils font ça pour vous, ou parfois non, des fois ils le font dans le mauvais sens des choses, plutôt négativement. Mais en tout cas, le fait de les avoir écoutés, j'ai pas fait mon premier projet. Et je le regrette un peu aujourd'hui parce que ce projet-là, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais Si, c'était quoi? Si, ah. Mais j'étais parti aux États-Unis justement en vacances. Et à l'époque, vous savez, tu sais, ces jus de fruits frais là qu'on mixe sur place et en Ouais. fait on vend comme ça n'existait pas en France.
Et ça remonte, je parle de ça, il y a 17 ans au moins. C'était avant, non, même, ouais, 15 ans, un peu moins. 15 ans, c'était bien avant Iron Body Fit. Et donc, j'ai commencé à lancer le projet en France, à me dire, ouais, ça va être un carton. J'ai voulu commencer à ouvrir ma première boutique à Montpellier. J'avais commencé à visiter des locaux, j'étais dans un projet bien avancé. Je voulais faire une franchise aussi, mais bon, déjà ouvrir un premier magasin. Et au final, la famille, les amis, l'entourage, tu demandes des conseils, tu aimerais avoir des avis positifs. Qu'est-ce que tu en penses du projet? Est-ce que tu penses que ça peut être sympa? Est-ce qu'il peut fonctionner? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu que des commentaires négatifs, des avis négatifs. Et au final, ça m'a fait peur et j'ai complètement abandonné le projet. Et qu'est-ce qui s'est passé 2-3 ans après? C'est qu'il y a des personnes qui ont ouvert ce même projet. Ouais. Et je suis allé à Montpellier. Alors celle-là, elle m'est restée dans ma tête. L'image, je l'aurai toute ma vie dans la tête. Je vois ce même magasin, cette même idée. Vous savez, c'était... comment ça s'appelait? C'est Polygone, peut-être, à Montpellier. Ouais, je crois que c'était à Polygone. Ouais. Et en fait, je vois cette même idée avec une file d'attente. C'était en plein été avec une file d'attente. Et je vous jure que j'exagère pas. Elle devait faire au moins 50 mètres de long les gens attendaient pour prendre leur jus de fruits mixé frais. Et en fait, là, j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis juré qu'à partir de ce moment-là, plus personne ne me mettrait des bâtons dans les roues dans mes idées, dans mes projets. Je demanderais toujours des conseils et des avis, mais plus personne ne me mettrait des bâtons dans les roues. Peu importe, si j'y crois, si j'ai envie de le faire, si j'irai au bout du truc en fait. Oui, quitte à te casser la gueule. Quitte à me casser la gueule. Oui, mais il vaut mieux y aller, se casser la gueule et avoir appris que pas y aller, avoir des regrets et se dire. C'est exactement ça. J'ai beaucoup plus appris dans l'échec que dans la réussite. Complètement. Après, ça fait un petit lien. Alors là, du coup, on va un peu plus vite que prévu, mais on reviendra. On va revenir sur. Mais moi, de base, quand tu me parles d'Ironifit, et moi, c'est un truc que j'avais appris, c'est qu'au début, je regarde pour être ton client. Parce qu'on m'a appris un truc en me disant, t'as un pote qui monte un business. Au lieu de donner ton avis, alors que ton avis, on s'en fout, t'es pas un pro là-dedans, essaye de l'aider. Tu sais, deviens client, prends lui, mec, il m'ouvre un restaurant, va manger chez lui, il va pas gratter un prix, il va pas gratter un truc, va prendre, laisse du pourboire, mange plus même que prévu, va l'aider plutôt que d'essayer de donner ton avis, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas trop une mentalité française, je pense. On est plus là, je retrouve ça plutôt dans le côté mentalité américaine. C'est vrai. Ça, on est moi, je suis là, entièrement d'accord là-dessus. Mais c'est pas donné à tout le monde cette mentalité en France. Et malheureusement, les gens ils pensent que c'est parce que c'est un ami qui va ouvrir ce business, on va aller lui gratter et on va lui demander des prix et on va le faire gratuitement, quoi. Et malheureusement, non, ça fonctionne pas comme ça. C'est nous, que c'est les entrepreneurs qui ont besoin d'aide, besoin d'être payés, qui ont besoin d'être aidés par les amis. Bon, mais on va revenir sur tout ça là, parce que du coup, j'ai des liens avec ça. Et donc, du coup, tu voulais monter une franchise ou créer, ou aussi tu voulais créer quelque chose, un objet, non? Tu avais des idées de. J'avais aussi ouais, c'est vrai, t'as une bonne mémoire. J'avais aussi cette idée-là. En fait, j'avais ces deux rêves. C'était donc de créer une franchise de quelque chose, ou alors inventer un objet, créer un objet pour faciliter la vie des gens dans la vie de tous les jours, en fait. Je savais pas ce que ça allait être. Hein. Je réfléchissais en fait à chaque fois que dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui me gênait parce que c'était pas simple à faire ou je sais pas, ou on n'avait pas l'aide de quelque chose pour y arriver. Je me disais que j'allais trouver un jour un objet qui allait me rendre riche parce que j'allais le vendre dans le monde entier. Bon, j'avais jamais trouvé. Aussi, j'ai eu quelques petites idées, mais toi, t'as toujours eu de bonnes idées. Ouais, même l'idée des bateaux. Tu te rappelles ton idée de faire du Uber Eats bateau? Des bateaux, ouais, c'est vrai. Et tu m'en avais parlé, et je crois 3 ans après, je commence à le voir que ça arrive sur la côte. Ça existait, exactement. C'est vrai, pareil, je suis pas allé au bout de ce projet, et 2-3 ans après, il y a eu des personnes qui ont fait ça. Et notamment le café aussi. J'avais les idées du café emportées. Ça pour l'instant c'est pas encore très développé, c'était peut-être après il y a des idées, moi je dis toujours les idées, il y a toujours plein de gens qui ont eu les idées, après il faut les mettre en pratique, mais c'est vrai que moi par exemple si on doit se comparer, je suis pas un mec qui a des idées, je suis un mec qui sait mettre en pratique une idée, mais moi les idées que t'as ou quoi que ça je les ai pas, donc du coup ambition, créer une franchise. Sauf que finalement, la vie t'oblige à devoir se nourrir. Et donc, tu fais quoi? Donc alors, à ce moment-là... Études, t'as fait quoi comme études? Alors, études, je suis allé... ça, c'est marrant aussi, mais... Alors, je ne crois absolument pas à la réussite grâce aux études. Bon, bien que je
Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'études et je n'annonce pas ça aux jeunes. C'est toujours un plus, j'imagine. Mais c'est pas ça qui va faire la réussite dans une vie, je pense. Enfin, en tout cas, c'est mon idée à moi. Mais par contre, donc ouais, ben après, donc qu'est-ce que j'ai fait comme études? J'ai fait un bac pro vente, BEP vente que j'ai eu. Après, je suis passé en bac. J'ai fait la première année de bac et à la deuxième année, c'était pas fait pour moi. Et en fait, je me suis dit, l'école, en fait, c'est pas ce qui me fait vibrer. Et moi, ce que je veux, c'est entreprendre, créer. Et je vais faire de l'argent avec mes idées, justement, et pas avec les études. Donc, j'annonce à mes parents à ce moment-là que j'arrête l'école. J'arrête le bac, j'annonce à ma prof aussi, je me rappellerai toujours en classe, et je me lève du bureau et je lui dis j'arrête, j'abandonne, je pars vivre en Guadeloupe. Donc j'ai tout arrêté, je suis parti vivre en Guadeloupe. Et là, je me suis lancé en tant que saisonnier, en tant que moniteur de jet ski. Parce que j'étais passionné de jet ski, et je me suis dit pourquoi pas lier les deux, en fait, travail et passion. Et du coup, au final, j'ai travaillé là-dedans. Ensuite, j'ai eu des opportunités parce que ça, bon, je suis rentré en France parce que bon, la Guadeloupe, c'est sympa. Pendant un an, je suis resté un an, c'était sympa, mais on a vite fait le tour. Et en fait, à un moment donné, moi, je tourne en rond, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des choses. Et donc, du coup, voilà, je suis rentré en France. Et là, en France, les jet skis, c'est bien, mais que l'été. Ouais. Et il a fallu que je travaille l'hiver. Mais donc, je travaillais avec mon cousin dans la maçonnerie pendant 7 ans. C'était pas un métier dans lequel j'avais rêvé d'être, mais c'était un métier. On construit des choses, les clients sont contents, on construit pour soi-même. C'est assez plaisant quand même de voir ça, de voir ce qu'on a accompli en fait. C'est un métier très physique. On gagnait bien notre vie à ce moment-là quand même, mais bon, c'était quand même pas ce qui me faisait vibrer au point de dire je vais faire ça toute ma vie. Et donc après, à ce moment-là, donc en tant que moniteur de jet ski, en tant que saisonnier sur le Lavandou, c'est là que se crée l'histoire plus ou moins de Iron Body Fit. En fait, j'étais avec un ami à moi me présente une de ses meilleures amies qui me dit elle va venir passer quelques jours et tout sur le Lavandou, tout ça. Donc j'ai dit ok, bah, cool, on va la rencontrer, on va voir un petit peu. Et en fait, cette fille, je sais pas si je dois dire le nom. Oh, tu peux. Hein. Ouais, ok. Donc elle s'appelle Maud, peut-être qu'elle se reconnaîtra un jour en voyant ma vidéo. Bon, de toute façon, elle avait un petit peu suivi notre parcours. Hein. Ouais. Et en fait, Maud me parle donc, vraiment très très en détail de cette fameuse machine, le Mia Bodytech. Bon, moi je suis quand même issu du sport de haut niveau, je toujours pratiqué la musculation, les sports de combat dont le MMA, le full contact et la boxe thaï. Donc le sport je connais en fait. Donc, l'électrostimulation à ce moment-là, personne connaît et moi non plus. Enfin si, je connais l'électrostimulation chez le kiné avec les patchs qu'ils mettent de partout. Vous en avez 18 sur le corps, il allume le bouton et on est tous bloqués comme ça là. Donc c'est vrai que je connais que ça de l'électrostimulation. Et donc, elle me parle de cette fameuse mode, me parle de cette machine. Elle me dit donc il y a une machine qui s'appelle Mia Bodytech. Et en fait, ça travaille 8 groupes musculaires différents en même temps. Tu travailles l'équivalent d'une séance, c'est 20-25 minutes. Tu travailles l'équivalent de 4 heures de sport. Là, je la regarde comme on fait tous et comme on a tous fait, et comme j'imagine que les gens font encore aujourd'hui. Quand on leur dit ça, personne n'y croit. Mais par contre, elle m'en parle tellement bien. Elle me parle en détail. Alors même aujourd'hui, je serais incapable de te prononcer les noms qu'elle avait utilisés pour le fonctionnement de la machine, les fonctionnements sur les muscles, agonistes, antagonistes. Bon, ça encore, la limite, ça va. Mais les muscles profonds, enfin, elle a utilisé des termes elle m'a complètement perdu mon cerveau. Mais je me suis dit, attends, c'est pas possible quand même, si elle en parle aussi bien, il doit y avoir quelque chose, c'est que ça doit fonctionner quand même. Et je lui dis, écoute, moi, ta machine là, de comment tu m'en parles, ça m'intéresse. Écoute, je finis la saison et puis je viendrai faire une séance d'essai. Sauf qu'en fait, elle m'avait pas dit qu'elle était à Annecy. Et moi, je suis à Avignon, en fin de saison. Donc à Annecy, Avignon, il y a quand même 3 heures de route. Mais je me dis, elle est peut-être là ma chance en fait. Elle est peut-être là mon opportunité en fait. Et je peux pas la laisser passer. Donc je finis la saison, je la rappelle. Et là, je lui dis, écoute, moi, j'arrive, je viens faire une séance d'essai, donc rappelle-moi, c'est combien 25 minutes? Oui, je te fais faire une séance de 25 minutes. Ok, ben moi, j'ai 3 heures de route pour venir et 3 heures pour rentrer, donc j'ai 6 heures de route pour venir faire ta séance d'essai. T'es sûr que ça dure pas plus longtemps? Ouais, voilà, t'es sûr qu'il n'y a pas autre chose et tout, il y a que ça à faire? Non, tu vas voir, il n'y a que ça à faire. Voilà, bon, ben, je prends ma voiture et là, je me fais mes 3 heures de route, j'arrive, elle me reçoit chez elle.
Et là, elle me monte la machine. Voilà, c'est du charabia pour moi. Là, je vois un écran, des boutons partout, un gilet, des bandeaux pour les bras, les cuisses. Je me dis, mais où je suis en fait? Elle commence à mettre de l'eau dessus. Alors là, pareil, hein, on connaît tous, on est tous comme les clients aujourd'hui. On met de l'eau avec de l'électricité. Qu'est-ce qui va m'arriver en fait? Je vais mourir. Donc bon, finalement, bon, allez, c'est parti, je m'équipe. Et là, elle me branche. Et alors là, une crise de fou rire qui me prend en fait. Un peu comme toi, hein, je me rappelle. Mais une crise de fou rire à plus pouvoir m'arrêter tellement que la sensation était incroyable. Mais en même temps, plutôt chatouilleuse, je dirais. Mais, et je rigole, et je rigole. Et au plus elle m'activait parce que à la séance d'essai, on active muscle par muscle. Donc, et à chaque fois qu'elle me rajoutait un muscle, je m'explosais de rire en fait. C'était incroyable. Donc, ça durait bien les 4-5 minutes de fou rire comme ça. Et ensuite, à ce moment-là, donc là, je sens qu'il y a un vrai travail musculaire en fait. Donc, comme je dis, j'étais dans le milieu de la musculation depuis l'âge de 17 ans. Donc, je connais comment travailler un muscle, le sport de combat, etc. Je sais ce que c'est. Et là, je sens qu'il y a une efficacité sur le muscle incroyable en fait. Et je viens de travailler par-dessus cette contraction-là. Et je me dis, c'est juste dément en fait. Donc je finis ma séance, voilà, c'est fini, ok, bon, bah, écoute, t'es sûr, il n'y a rien d'autre et tout. Bon, je suis à Annecy, j'ai pas de logement, j'ai rien. En plus à ce moment-là, broke, pour ceux qui savent pas, ça veut dire qu'on est fauché. Donc du coup, je rentre à Avignon. Mais là, dans ma tête, à ce moment-là, quand même aussi, j'ai eu ce déclic. Et en fait, je me suis dit, moi, en tant que sportif de haut niveau, c'est une machine formidable en complément. Je vais le pratiquer, je l'utiliserai, ça va être génial. Mais par contre, j'ai de suite pensé à ma mère, en fait. D'ailleurs, je lui ai fait un bisou, si elle m'écoute. Elle m'écoutera. Et du coup, j'ai de suite pensé à elle parce que pas du tout sportive, mais par contre, elle sait qu'elle a besoin de faire du sport quand même malgré tout. Elle n'a pas le temps et elle n'aime pas les salles de sport parce qu'il faut aimer fréquenter ces milieux ce milieu de comment dire, ce milieu de sportif un peu où on te regarde et on te regarde un peu de travers, ou si t'es un débutant. T'es pas à l'aise. Ouais, t'es pas à l'aise, voilà. Et les personnes un peu de 40, 50 ans, 50, 60 ans, elles sont pas du tout à l'aise avec ça et préféreraient avoir quelque chose de plus, comment je peux dire, de plus cocooning, ouais, voilà, plus cocooning. Du coup, je pense à ma mère, j'ai dit c'est un concept qui est fait pour elle. Et en fait, ce qu'il faut créer, c'est une salle dédiée à l'électrostimulation, dédiée où on fait que ça dedans. Les gens viendraient pratiquer que l'EMS, il n'y aurait pas autre chose pour pas leur brouiller leur esprit. Et donc, ma mère serait la parfaite cliente en fait, parce que c'est la femme qui a besoin de faire du sport. Elle n'est pas pénible sur les résultats, elle a juste besoin de se raffermir musculairement, elle a besoin de s'affiner un petit peu, mais elle veut quand même se faire plaisir le week-end et la semaine. C'est-à-dire qu'elle va manger quand même correctement, mais le week-end, elle va peut-être faire sa soirée, elle va se boire son verre de vin et manger son plat en sauce, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait d'avoir cette machine, de pouvoir allier les deux, le plaisir et le sport, ben, je me suis dit c'est génial quoi, c'est génial. C'est important, ce que tu as dit, il y a 2 points qui sont hyper importants, parce que souvent, par exemple, les gens ils vont regarder aujourd'hui et ils vont dire peut-être, je sais pas, la chance. Alors, et moi, je suis partisan de dire que le succès est dû à une grande partie de chance, de timing, de tout un tas de choses comme ça. Mais dans ton histoire, ce qui est important, c'est que quand on avait vu le film, ceux qui n'ont pas vu le film, le fondateur qu'on a vu ensemble, qu'on allait voir dans un tout petit patelin, tu te rappelles, à Lyon, dans un tout petit cinéma. Ah oui, c'est vrai. On voulait tellement le voir. Il n'y a personne qui le diffusait, il n'y avait pas de grande salle qui le diffusait. On est allé le trouver au fin fond de Lyon, dans un truc un peu morbide là. Mais ouais. Et en fait, dans ce film, le mec, ce qui se passe, c'est qu'il y a pour l'histoire de McDo, en fait, lui, il vendait des machins milkshake, il galérait à en vendre. Et il y a un restaurant sur la côte ouest des États-Unis qui lui en achète 3 ou 4. Et le mec, au lieu de se dire génial, banco, j'ai tiré le jackpot, il sort sa carte, c'est dans les années 20, il traverse les États-Unis, il prend son plan et il traverse les États-Unis pour aller voir c'est quoi ce business. Et moi, c'est ce que je dis. Alors, du génie, de l'insouciance, de la naïveté, j'en sais rien ce que c'est. Mais peut-être que c'est justement ce genre de petits ingrédients là qui font que justement on va réussir parce qu'on va pas écouter, parce qu'autant ça va écouter des gens autour de toi, tu vas pas taper 3 heures pour aller là-bas, elle viendra un jour ou peut-être même tout simplement les gens ne l'auraient même pas rappelé après la saison parce que tu penses à autre chose, tu passes à autre chose. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est une galère d'aller 3 heures à Annecy, c'est un peu plus que 3 heures en plus, je crois que c'est 3h30. 3h30 aller, faire ta séance, 3h30 retour, payer l'essence, le péage. Et les gens ne se rendent pas compte. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je ne sais plus à quel moment ça m'avait sauté aux yeux.
Mais je crois que c'est justement quand on a vu le fondateur, je dis mais et moi le premier, hein. Moi le premier, je suis pas sûr que j'aurais fait cet aller-retour pour aller tester sa machine en fait. Surtout que tu es dans une posture toi où tu es sportif et des gens qui viennent te dire ouais machine de sport, on voit les gens qui sont très sportifs aujourd'hui, ils disent ouais ok ton 25 4 heures de sport, j'y crois pas trop. Ça là, c'est un élément que les gens doivent se rendre compte, ça tient à rien en fait la réussite. Alors il y a plein d'autres éléments qui viennent derrière, mais cet élément là, moi je te dis, je l'ai toujours en tête, me dire mais le mec il a fait 7 heures dans une journée pour faire une séance de 20 minutes. Ouais, c'est vrai. Et derrière tu as cette vision où toi tu es sportif et tu te mets pas dans tes chaussures à toi, ce que font la plupart des gens quand ils montent un business, de regarder par leur trou de la serrure. Tu as direct pensé à qui ça pourrait correspondre et du coup oui, parce que j'aurais très bien pu m'arrêter à moi-même en tant que sportif et me dire ouais, non, moi, c'est bien, mais je le ferai pas et pas voir les opportunités qu'il peut y avoir. Exactement. Souvent, les gens, je trouve qu'ils font cette erreur-là d'analyser les choses par leur point de vue à eux. Ouais. Alors que concrètement, ton point de vue, oui, il est important, mais est-ce que tu es le personnel, est-ce que tu es le seul client, est-ce que tu es la seule personne qui pourrait utiliser ça? Donc ça, c'était tes 2 points de génie. Ouais. D'avoir alors j'ai génie ou folie, c'est un des deux parce que faire 7 heures de route dans la journée c'est peut-être un peu de folie, mais du coup c'est peut-être lié justement au fait de Montpellier où t'avais un truc, une revanche et moi j'ai aussi cette peur de passer à côté de quelque chose, cette peur un jour de regarder et de dire attends mais j'y étais là et je l'ai pas saisi, tu sais ce truc moi je l'ai vécu avec le Bitcoin. Mais ce truc avec de te dire mais attends j'aurais dû être là, j'aurais pu faire ça, tu vois. Bon, le Bitcoin c'est tu te rappelles aussi à ce moment-là quand on avait acheté les bitcoins, qu'on était content, qu'on les avait revendus pour même pas 500 € de bénéfices, que si maintenant on les avait encore. Non, moi j'avais bien vendu moi. Tu avais revendu un peu plus? Moi, j'ai fait un fois 2 mois. Ah ouais? Ouais, tu vois, t'avais fait mieux que moi. Mais quand tu me regardes aujourd'hui. Ouais, mais c'est ce que je me dis. On les aurait vendus avant. Ben exactement. Moi je me dis, moi c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné j'étais à x2 sur un des deux. J'en avais 2 de bitcoin. Un des deux je l'ai vendu à x2. Parce qu'au bout d'un moment, tu n'aurais jamais pensé. Tu tiens pas jusqu'à 100 000. Tu l'achètes à 5 000, tu tiens pas jusqu'à 100 000. D'accord. Ou alors, c'est comme ça que je me rassure aussi. Donc du coup, c'est comme ça que tu rencontres le MS. Et du coup, ça fait mon lien avec Thaler. Nous, on se connaît pas beaucoup à cette époque-là. Non. On s'était vu peut-être 10 fois dans une autre activité. Et en fait, tu vas m'en parler à moi. Et t'en parles pas à ton entourage. Non. Donc, est-ce que c'est pas des séquelles justement de Montpellier j'appelle ça Montpellier, mais des jus. Est-ce que c'est pas des séquelles où tu t'es dit, je vais pas me laisser démoraliser mais tu avais besoin d'un peu de conseils, un peu de soutien, juste d'en parler en fait, tout simplement. Si, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est que je pense que c'était des séquelles de ma première expérience ratée par rapport à mon projet. Mais à un moment donné, tu as quand même besoin, comme tu dis, d'être rassuré, d'en parler à quelqu'un. Et en fait, ce que j'ai vu en toi, c'était ce que je ne voyais pas envers les autres. C'est-à-dire que je voyais une expérience et un côté commercial. Comment dire, tu étais intelligent dans le sens où par rapport à notre business sur lequel, enfin, nos affaires sur lesquelles on collaborait ensemble. Et je me suis dit, Adri, de toute façon, on ne se connaît pas, et il ne peut pas me dire que c'est une mauvaise idée, il ne peut pas être jaloux au point de me dire de vouloir prendre l'idée, ou enfin, peu importe, mais je l'ai senti en fait, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je vois pas pourquoi j'en aurais plus parlé à toi qu'à mon meilleur ami et que je connais depuis 15 ans finalement, parce que je n'en avais pas parlé. Et t'as un pote, moi je me rappelle plus tard. Il n'y en a pas qu'un, qui t'en a voulu. Mais moi je me rappelle d'une discussion, en plus on n'avait pas encore ouvert le premier, donc on n'était pas en position de succès. Mais je me rappelle d'une discussion avec un de tes potes qui te dit, mais pourquoi tu m'en parles pas, pourquoi tu m'en as pas parlé, pourquoi tu t'es mis avec lui. C'est clair, j'en ai eu un paquet comme ça, j'en ai eu au moins 2 ou 3 faciles qui m'en ont voulu parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi je suis venu m'associer avec quelqu'un que je connaissais pas finalement, plutôt que de m'associer avec eux que je connaissais depuis toujours ou presque. Et je sais pas si c'est un lien dans lequel on va parler après, l'association justement, mais justement, ce qui se passe c'est que toi tu m'en parles comme ça. Sauf que on a quelqu'un tous les deux, il y a Richard, qui est la personne qui nous a présenté. Et moi je rentre, donc c'est l'histoire que je raconte tout le temps, j'en parle à ma femme pour devenir ton client et de prendre des séances, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, et j'appelle Richard, je dis ton pote Johan, il a de l'or entre les mains. Oui, parce que c'est un peu ça à la base, je t'en ai aussi parlé donc pour avoir ton avis.
Mais aussi parce que, comme tu m'as dit, ouais, ça peut être un super projet. Et moi, dans ma tête, en fait, je dis jackpot, j'ai déjà mon premier client, Ouais. j'ai lui et sa femme. Ouais. Parce que tu m'avais Ouais. dit aussi que ta femme, elle sont super intéressée. Et je le voyais bien comme ça aussi. Donc c'est vrai que j'étais content. Je me suis dit, nickel, j'ai déjà mes premiers clients. Et c'est vrai que oui, à ce moment-là, vas-y, je te Et là, laisse le finir. dimanche, on arrive chez toi, Maurice Richard, en te disant, on veut s'associer avec toi. Non, non, d'abord, il y a eu l'appel. Je me rappellerai toute ma vie encore de ça. Ah Il y a ouais. eu ton appel avec Richard. Vous étiez tous les deux ensemble. Tu m'as dit, Johan, voilà, depuis que tu m'as parlé de ton projet, t'inquiète pas, j'en ai parlé à Richard. Mais il faut qu'on te voie. Putain, et là, dans ma tête, je me suis dit, putain, finalement, j'en ai parlé, j'ai eu confiance. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Et puis, putain, ils vont me prendre l'idée. En plus, à eux deux, ils ont plus d'argent que moi pour monter le projet. Moi, bon, j'étais déjà un peu avancé. Je sais pas si tu te rappelles, je commençais déjà à chercher les Ouais, t'avais les locaux. devis, Voilà, tu réfléchissais à le faire chez, chez, ton pote. chez Ouais, mon chez ami Nico, Nico, ouais. dans la salle de sport. Mais voilà, donc j'étais déjà assez avancé dans le projet. Et donc voilà votre appel. Et tu me dis, est-ce qu'on peut se voir demain? Est-ce qu'on peut se voir, qu'on discute de ça? Et là, dans ma tête, voilà, donc je me dis, putain, mais quel con, j'aurais jamais dû lui dire. Et bref, et du coup, vient le lendemain, ça a été rapide. On se voit tous les trois, ouais. On se voit tous les trois chez moi. Et là, vous me dites, est-ce que tu avais pensé à faire une franchise et tout dans ton projet? Je dis oui, bon, là, déjà j'ouvre un premier Ouais. centre, un premier studio. Et après, on verra. Mais oui, le but, c'est de créer une franchise, évidemment. Mais on va voir venir quand l'argent rentrera. Parce que là, j'ai le moyen que d'ouvrir un petit studio. Et là, dans ma tête, encore une fois, je me dis, là, ça y est, ils vont me prendre l'idée. Et je suis fichu. Et en plus, à eux deux, ils vont aller plus vite. Ils auront plus d'idées, ils auront plus d'argent. Et ils vont me passer devant. Et je me rappellerai toujours aussi. Vous avez été très clair avec moi et direct. Vous m'avez proposé donc une association. Je sais pas si tu te rappelles, mais vous m'avez proposé une association. Et vous m'avez dit tous les deux, écoute, si tu es intéressé, tu nous le dis. Et dans ce cas-là, on s'associe, on est tous les trois et on lance le projet. Ou alors vraiment, ne t'inquiète pas, Johan. Si vraiment on comprend, si tu n'as pas envie d'association, tu n'as pas envie de t'associer, on le comprend et t'inquiète surtout pas, on ne te prendra pas l'idée. Ouais. On ne te la prendra pas. Il y en a d'autres des projets. C'est vrai que vous avez été. Alors peut-être que vous m'avez menti à l'époque, j'en sais rien, mais j'ai confiance en vous dans tous les cas et je me suis dit que je pensais, vous avez l'air sincère quand vous m'avez dit ça et je me suis dit que jamais vous me prendrez l'idée si je vous refusais l'association. Et vous m'avez laissé un peu de temps pour réfléchir, mais j'ai pas mis beaucoup de temps. Moi, je crois que j'ai mis à peine 24 heures. Je crois, Ouais, il me semble que. même presque de suite. Il me semble que dans la semaine qui Ouais, suit, on est à ouais, Paris. Hein. ouais, on est à Paris, oui, dans la semaine qui suit. Moi, en fait, qu'est-ce que j'ai vu en vous? En fait, j'ai vu le côté commercial déjà, moi, que j'avais pas. Enfin, que j'ai, mais pas sorti d'études et pas. Moi, je peux vendre un projet qui me plaît, en quoi je crois, etc. Je peux le vendre, mais il faut vraiment que j'y croie à fond. Il faut que je sois à fond dedans. Vous, enfin toi en l'occurrence, tu peux arriver à, même si tu vendras pas de l'arnaque évidemment, mais un ordinateur, moi c'est pas ma passion de vendre un ordinateur, toi tu arriveras à le vendre, tu vois, moi ça je suis pas capable. Et du coup je me suis dit en fait l'association de nous trois, c'est vrai que même l'argent aussi financier, Oui, c'est plus. Parce au début, tu voulais faire chez Nico, avoir dans un coin de dans salle, une un salle de corner, sport, alors ouais. que là, on te dit, viens, on fait un concept complet. Complet, full EMS et donc je me dis il y a cette alliance là financière, l'alliance des idées ensemble et le côté commercial que j'avais pas, qui pourrait faire que moi j'étais plus ou moins l'image du sportif, le coach dans la salle et vous qui allez chercher les clients, qui les ramenez, C'était le projet de base en plus. Hein. Au début, moi, je devais pas être dans le studio avec toi. Non, c'est vrai. Au début, tu devais être seul et on était un peu pris. Mais là, je saute un peu des étapes. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ce mythe, en fait, quand les gens ils vont monter un business, il y a ce truc de on veut pas en parler parce qu'on a peur que les gens nous prennent l'idée. Ouais. Ça, c'est le point numéro 1. Et le deuxième, c'est finalement, parce qu'en fait, sur le papier, tu n'avais pas forcément besoin de nous. Dans le sens où tu avais de quoi acheter 2 machines, tu avais de quoi te mettre chez Nico, tu avais l'emplacement. J'avais tout, ouais. Donc, en fait, si tu le prends à cette époque-là, tu peux avoir une réflexion de te dire j'ai pas besoin d'eux. Mais en fait, l'histoire fait que. Alors après, on ne peut pas revenir dans le passé et voir qu'est-ce qui serait passé si tu étais seul. Mais l'histoire fait que. Après, Richard est sorti assez rapidement, il est sorti dans la première année. Ouais. Mais l'histoire fait que tous les deux, notre duo a fait que. Voilà, ça a cartonné. Souvent, on me pose la question, on me dit pourquoi je devrais m'associer à quelqu'un? Ouais. Et moi, je leur dis c'est si la personne peut t'apporter quelque chose qu'un salarié ne peut pas t'apporter. D'accord. Soit ça va être de l'argent, parce que tu n'as pas l'argent, soit ça peut être des connaissances, comment on appelle ça, de l'expérience, des connaissances ou des choses comme ça.
Mais c'est vrai que des fois, en fait, il y a un peu le feeling. Parce que là, en fait, j'imagine que c'est qu'au feeling. Parce qu'en plus, moi, tu me l'as dit que 2 ou 3 ans après. Hein, et que sur le coup, tu avais peur qu'on te nique. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, c'est le feeling. J'imagine qu'en fait, il y a un moment donné, tu t'es dit, bon, j'en sais rien, c'est peut-être aussi le fait de ne pas être seul dans ton projet. Mais en fait, c'est un petit peu un message à tout le monde de dire, écoutez, des fois, il vaut mieux avoir, parce que là, sur le coup, on a 3, donc 33% d'un gâteau qui est gros qui vaut, que ouais, 100% d'un tout petit gâteau et d'un cookie, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, en l'occurrence, avec la franchise, il vaut mieux avoir 33% de 300 franchisés que 100% d'une dizaine de franchisés. Exactement. Donc, ouais, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc du coup, bah là, qu'est-ce qui se passe? Et là, là, ça va vite, l'histoire. Hein, on se retrouve la semaine d'après à Paris. 3 jours après, ouais, ou la semaine d'après, je sais plus. Mais on va voir Lionel. On monte à Paris, donc voir Lionel, donc le fournisseur exclusif de la marque Mia Bodytech en France. Et là, je me rappelle notre négociation. Elle était pas mal, la négociation, tu te souviens ou pas? Ouais. Donc on monte à Paris, donc on est dans le train tous les trois, on se monte la tête. On lui demande, on avait déjà demandé en amont le prix de la machine et nous on est arrivé en pensant qu'on arrivait fort, en disant nous on va lui en prendre 3, elle a intérêt de nous faire un prix, etc. Et du coup donc on arrive, donc ils nous font visiter les bureaux, ils nous montrent les locaux, ils nous montrent le fonctionnement. Et toi, ta première séance, ça c'était ta première séance, donc pareil, fou rire pour toi, fou rire pour nous parce que j'étais ridicule. Voilà, t'étais ridicule, mais c'était toujours pas drôle. Sportif. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, t'étais vraiment pas sportif, t'étais vraiment lancé à ce moment-là, quoi. Ah, moi, il m'a. Ah ouais, moi, c'est. Ça t'a complètement découvert, ouais, c'est clair. Et là, donc, fou rire de te voir galérer à la séance avec Richard, je me rappellerai toujours, on était derrière, on était explosé de rire. Et puis arrive le moment où des négociations. Et donc on lui demande, bah voilà, nous on arrive, on prend 3 machines, donc quel prix tu nous fais, Lionel? Et il fait, ben c'est simple, alors je sais plus le prix à l'époque de la machine, peut-être 12 500. 12 500, voilà. 12 500 euros la machine, il fait, ben vous prenez 12 500, vous faites x3, parce que vous voulez 3 machines, et ça vous fait le montant que vous me payez. Non, t'as pas compris, on t'en prend 3, dessus ton paye cash, donc tu nous fais un prix. Non, 3 prix, la machine, c'est 3 fois le prix de la machine. Putain, et là, on se retrouve comme des cons énervés tous les 3, hein, je me rappelle, là. Sur le moment, on lui dit pas non, on lui dit pas oui. Ouais, on redescend, on était vénère. On était vénère. On avait contacté Xbody. Xbody, on avait contacté tous les concurrents, on avait même pensé à la faire fabriquer en Chine, tu te rappelles? Et je me rappelle pas d'avoir... Moi, je me rappelle de l'email à Xbody qui nous ont jamais répondu. Et c'est là où je parle de chance. Ouais. Parce que si Xbody nous répondent avant qu'on prenne la décision, peut-être qu'on serait orienté vers et qu'on n'aurait pas le même succès, parce que clairement notre succès est dû au fait qu'on travaille Mia Bodytech, et que Lionel nous a bien accompagné. C'est clair, non, ça c'est sûr. Mais moi je me rappelle, on avait eu l'idée de la Chine aussi. Ouais, on y avait réfléchi. Parce qu'on avait des contacts et on était là, on se disait pour le même prix, on prend la machine, on l'a fait fabriquer une copie en Chine. Alors là, je pense qu'on aurait fait une catastrophe. Ça aurait été la pire idée qu'on aurait eue, je crois, si on avait fait ça. De toute façon, on ne serait pas là pour en parler, je pense. Bon, tu vois, on a été vite limité parce qu'après il y a l'épisode du prêt bancaire. Ouais. Tu te rappelles le prêt bancaire? Attends, je me rappelle plus. Le LCL? Ton banquier au LCL. Ah oui, c'est vrai. Oh punaise. Oui, on vous accepte le prêt. Au moment d'ouvrir, il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent. On signe le bail, on fait les travaux. Oh, putain. On signe le bail, on fait les travaux avec l'apport qu'on avait pour le financement. On avance tout de nos propres frais. On est quoi, à 2 jours d'ouverture peut-être? Ouais, une semaine? 10 jours, 15 jours. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, 10-15 jours. Et là, le banquier nous annonce qu'il ne nous suit pas pour acheter les machines. C'est pas lui, c'était une nouvelle directrice qui me dit, mais je comprends pas, votre dossier il est refusé depuis 3 mois, 2 mois ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus de ça. Ah, ça, je me rappellerai. Au début, il nous baladait, il nous disait, il y a un problème avec la Banque de France, avec un des associés. Ouais. Et donc on pensait que c'était moi au début, après finalement c'était soi-disant Richard, donc on a la Banque de France, on disait des trucs et tout ça et ça bloquait, je sais pas, on savait pas c'était quoi. Et en fait après on arrive en agence, toi et moi, il y a une nouvelle directrice qui me dit non mais votre dossier il est refusé depuis plusieurs mois en fait, je comprends pas. Et je crois qu'on avait appris qu'il était un peu fou le banquier, non? Il y avait pas une affaire comme ça? Ouais, je crois qu'on avait appris plus tard qu'il y avait un truc, qu'il avait été justement il avait été licencié et tout. Il me semble qu'il y avait une affaire comme ça. En tout cas dans ma mémoire c'est comme ça que ça vient. Ouais, c'est vrai. Et donc on trouve une solution. Et là obligé de trouver une solution parce que là, en fait on a tout de prêt sauf l'activité principale quoi. Il nous manque les machines quoi. On n'avait qu'une machine que tu avais acheté toi. Ouais, celle que j'avais achetée mais bon. Ouvrir, on l'aurait fait je pense, hein. Mais bon, ouvrir avec une seule machine, c'était pas professionnel quand même.
on appelle Lionel, hein. C'est à ce moment-là qu'on appelle Lionel et qu'on lui dit, écoute, on a pensé à un truc, ou c'est lui qui nous a donné l'idée, je me rappelle plus ça. Non, il me semble que c'est lui qui nous a dit qu'il avait un partenaire, C'est Olivier. ça, ouais. Il avait Olivier qui ouais, pouvait faire des locations. qui pouvait nous louer les machines, donc bon, c'était pas vraiment rentable pour nous, mais en tout cas, on n'avait pas... Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que des fois, en fait, on s'attache à regarder la rentabilité, parce que la machine, on l'a louée. Donc, c'était une pure location, et c'était un prix qui était très élevé. Donc, en 2 ans, tu avais payé la machine, mais tu l'avais louée. Mais sauf qu'in fine, ça te permet d'ouvrir ton business, tu vois. Oui, la vérité, elle est là. C'est que si on l'avait pas... Moi, des fois, je vois des franchisés aujourd'hui, ils ont des dossiers, ils sont là, ouais, j'ai 3%, j'ai 4% sur mon prêt, j'aimerais avoir 3,5%. J'ai envie de dire, prends, ouvre. Parce qu'en fait, ce demi-pourcent, sur lequel tu vas te tenir, autant tu vas tout perdre. C'est un détail. Ouvre plus vite, ouvre, et une fois que tu es ouvert, tu vois. Ah ben là, de toute façon, on n'avait pas le choix. On était prêts à on n'avait pas le choix, on prenait tout. Ça aurait même fait payer 3 fois le prix de la machine, on l'aurait fait, je pense. On était tellement... Il y a ta grand-mère qui nous a prêté des sous. Ma grand-mère qui nous a prêté des sous, je l'embrasse aussi. Je la remercie. Il y a Lionel qui avait assuré, il nous avait fait un décalage de 30 jours sur le paiement des gilets et les machines. Mais ça, c'était une pression de plus aussi. Là, on ouvre, on est kamikaze. Parce qu'on ouvre, on a 30 jours pour faire du pognon. On avait 30 jours pour faire au moins 10 ou 15 000 balles. Ouais, c'était un bon montant. Ouais. Je me rappelle, je voyais les jours défiler et les traites qui allaient arriver et j'étais pas bien, surtout au début. Alors, tu te rappelles comme je stressais tout le temps, moi, pour rien. Enfin, pour rien, non, c'était pas pour rien quand même. Mais alors, moi. Non, en fait, moi, j'ai un peu ce truc où j'abuse un petit peu sur ça. Je me rappelle ce document officiel que je déchire et que je te dis c'est bon, ils nous relanceront. Je sais même pas si on en parle de ça, mais. Dernière fois, j'en ai parlé dans une vidéo. J'ai mon frère qui m'a appelé, il m'a dit il y a des trucs, il faudrait que c'est clair, on va éviter. Mais moi, ma logique, elle n'est pas compliquée. C'est quand tu as un business qui a de la traction, quand tu as un business qui croît, quand tu as un business qui se développe. Tu peux, en fait, alors quand tu as un business qui ne se développe pas, c'est un autre problème. D'accord. Si tu ne marches pas, si tu n'as pas un modèle économique rentable et tout ça, c'est autre chose. Non, c'est sûr. Mais il y a des fois, du coup, on se retrouve un jour aux impôts de Carpentras, tu te rappelles? Quand on y va, on arrive en bas, ils nous disent ah, vous êtes avec le big boss, ça sent pas bon. Prendre cher. Et nous, on y va avec toute notre naïveté, on dit écoutez, voilà, on se développe, on a une franchise, on est en train de se développer, on fait ci, on fait ça, on vous doit tant. Et on a été hyper transparent, il nous avait dit, il nous avait fait un échéancier, il avait assuré. Il a été super cool. Et ça me rappelle vraiment l'histoire de Superman, ça. Ouais, après il y a l'histoire de Superman. L'histoire de Superman, celle-là, elle est incroyable aussi. Quand notre avocat, il avait peur, pour la petite histoire que... Donc on a un logo qui ressemble un peu au Non, il logo... ressemble pas, on a copié. On a pris le diamant de Superman. Et on a mis notre logo dedans. Et on lui a dit, tu mets un I et un B à la place du S. J'ai pas osé l'avouer, mais ok, si tu le dis, c'est vrai. Donc, mais bon, nous on est à Avignon, au fin fond de la Provence. Jamais de la vie, on se dit le DC Comics va venir nous voir et nous attaquer pour un logo. Donc après, on s'est dit peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais plus compris. Mais non, comme quoi ils sont bons quand même parce que finalement ils voient tout. Et donc on a donc notre avocat qui nous appelle en panique. Je me rappelle toujours. Il était pas bien. Et là, Johan, Adri, il faut changer le logo, il faut changer le nom, il faut tout changer. On a DC Comics qui nous attaque. Et là, on n'est pas prêt. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'était 35 avocats et associés, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y avait une liste sur la gauche, il y avait une liste d'associés qui était longue comme le bras. Je crois que c'est le plus gros cabinet de France, apparemment, à Paris. Il nous a dit, ils étudient en école de droit, ils parlent de ce cabinet-là, le plus gros français. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle, ils avaient déjà monté un dossier complet. Il y avait des photos de nous. Il y avait des photos de nous avec les t-shirts, des vidéos de nous. Ils avaient carrément fait un dossier. On s'est dit, en même temps, on avait peur, mais en même temps, on était fiers quand même. Parce que tu te dis, c'est DC Comics quand même qui nous attaque. Alors là, l'avocat, il nous demande de tout changer. Mais nous, on avait déjà une quinzaine de franchisés à cette époque. Ouais, on doit avoir une dizaine, non, c'est une dizaine, quinzaine. Donc on se dit, attendez, mais s'il faut qu'on change le nom, les enseignes, tout payer, tout, mais c'est jamais de la vie, c'est impossible. Et là, en fait, on a porté nos coronas, comme on pourrait dire, et on appelait nous-mêmes alors que lui, il voulait pas. Hein. Et lui, il voulait pas, ouais. L'avocat voulait pas, et il nous déconseillait d'appeler, ça serait encore pire, on va aggraver la situation. Et puis nous, on s'est dit, mais de toute façon, on ne peut pas la faire plus grave que ce qu'on a déjà là. Exactement. Donc on les a appelés, en fait, c'était super bien passé. C'était gentil, ouais. Et elle nous avait dit, écoutez, faites-nous une proposition de nouveau logo,
Et je vous dis si on le valide ou non. Et je me rappelle, on avait changé le nom pas entièrement, je crois. On avait juste rajouté le fit, je crois. Non, le fit, c'était Iron pour un autre Body. sujet. Non, oui, au début, c'est Iron Body, mais c'est pas pour ça qu'on a échangé le fit. Le fit, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déposé avant nous Ah oui, t'as raison. Iron Body. Ouais, Iron Body, ouais. Non, lui, c'était sur le. C'était surtout le le blason. blason. Ouais, c'était le blason. On lui avait soumis donc la proposition. On elle avait dit, répondu. c'est bon, c'est validé. Merci, c'est validé. Et l'avocat était pas bien. Du coup, Et vous avez l'avocat- fait. Et l'avocat, il nous a dit, mais c'est pas possible ce que vous venez faire, les gars. J'aurais jamais osé le faire. Mais ça revient encore sur ces éléments. Moi, je dis toujours, on est deux ploucs. Ouais. Et je pense que si justement tu commences avec trop d'expérience, trop de savoir, trop de. Trop de Tu crainte. fais pas ces Non, tu fais pas ces- ça. ces petites actions qui sont naïves et qui changent la donne en fait. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve que cette naïveté, elle est importante. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Elle est importante. Ouais, ça c'était l'épisode DC Comics. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait notre succès? Là, aujourd'hui, tu le regardes avec du recul. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que... Parce que, tu sais, la dernière fois, je parlais avec ChatGPT, Ouais. et ça, on s'en rend pas beaucoup compte. Et je dis combien il y a de franchises françaises qui ont ouvert 235 studios, enfin unités, en 10 ans, dans 10 pays. Ouais. Zéro. Zéro, bah ouais. Ça n'existe Ça pas. m'étonne pas. Je dis, bon, on oublie les 10 pays. Et combien il y a de franchises françaises qui ont fait 180 unités en 10 ans en France? Et il me dit qu'il n'y en a pas beaucoup, on fait partie des... Ouais, Donc nous, on s'en rend pas trop compte parce qu'on l'a fait et parce parce qu'on on est dedans, ouais, on est dans le truc depuis le début en fait. Mais Donc, vrai c'est que- énorme, Oui, en fait, c'est énorme. vraiment. Et même encore aujourd'hui, Ouais. moi je trouve que ce soit par rapport aux médias, par rapport à notre visibilité, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a fait. Enfin, aujourd'hui, on vient chatouiller des boîtes, des franchises qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, Et alors qu'on serait là à dire, nous on est dedans comme tu dis, mais on serait là si on avait l'exemple de quelqu'un d'autre en face de nous qui nous dirait ça. C'est un c'est truc un de fou. héros, Mais ils sont d'ailleurs- trop forts. Et d'ailleurs, on les a eus parce qu'au début, on avait besoin d'expérience de franchiseurs, etc. Donc on en a eu certains Ouais. face à nous. Et je me rappelle, ils en avaient peut-être qu'une cinquantaine, mais pour Oui. nous, 50, C'était c'était waouh, des c'était dieux. des, Ouais. c'était des dieux. C'était la part finesse. Tu te rappelles la part finesse? Ouais, je me Retour rappelle. de la franchise. Incroyable. Mais alors, pour ta question, moi je pense sincèrement ce qui a fait notre succès, c'est vraiment notre accompagnement. Parce qu'on est, comme tu dis, deux ploucs, partis de rien, avec aucun moyen, avec aucun financement derrière. Et donc, du coup, notre seule chance pour nous de réussir et de convaincre un futur entrepreneur d'ouvrir une franchise de notre marque, c'est de l'accompagner et de ne pas le lâcher, de l'accompagner jusqu'à son succès. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour tous les premiers, jusqu'aux 20 ou 30 premiers, je dirais, bon, encore aujourd'hui, mais différemment. Mais les premiers, moi je me rappellerai toute ma vie, tu es allé peindre et faire les travaux dans le studio de David, notre premier franchisé à Avignon. Alors il y avait les deux nôtres avant, dans lesquels on a tout fait nous-mêmes. D'ailleurs, l'anecdote du toilette, où on a fait nos travaux nous-mêmes et pour nos deux premiers studios, mais après l'accompagnement de nos franchisés, jusqu'à leurs travaux, leur peinture, l'ouverture, la réception des clients. Comme si c'était le nôtre. Hein? Comme si c'était le nôtre. Hein. Comme si c'était le nôtre. Ouais. Comme si c'était le nôtre. C'est ce qui a fait notre succès. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'on nous avait donné. On nous a dit oui, dès le début, il faut être carré, structuré et tout ce qui va avec. Ouais. Et nous, je sais pas si c'était conscient ou inconscient qu'on ait fait ça, Ouais. mais l'idée c'était bon, on n'est pas carré, on n'est pas structuré, par contre, Non. on est là. Ouais. C'est Ouais. moi, j'en ai parlé dans une vidéo. Je sais pas si tu te rappelles quand Virginie était partie en formation, justement chez Lionel, Ouais. et qu'il y avait des gars de Lille qui avaient eu un studio. Ouais. Et ils se prétendaient en franchise, tu sais, ils avaient, Ouais, je sais pas ouais. s'ils existent toujours, hein, mais ils avaient des serviettes, ils avaient tout. Virginie était revenue en disant ouais, ils ont tout, ils ont les serviettes, les goodies et les Ouais. t-shirts. Ouais. Et nous à cette époque-là, on n'avait même pas de Ouais, t-shirt. Chacun mettait un Ouais. t-shirt, Ouais. on n'avait même pas de code couleur, on n'avait même pas, Non. parce qu'on n'avait pas le temps, pas le savoir-faire de faire ça. Non. Par contre, ce qui était important pour nous, c'était de remplir les studios en fait. Exactement. Peu importe le t-shirt, peu importe les goodies, pour l'instant, nous, ce qu'on voulait, c'est atteindre au moins ces 150 membres dans les studios. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui aurait montré la réussite, mais surtout je trouve pas mon mot, mais Cette preuve de succès. cette preuve de Ouais. succès. Ben, c'est ce qu'on vend quand tu vends de la franchise. Je trouve qu'il y a trop de franchiseurs qui pensent que vendre la franchise, c'est vendre des goodies et des trucs qui. Ouais, ouais. Non, vendre de la franchise, tu vends de la rentabilité. Tu vends un business rentable, tu vends un modèle économique. D'ailleurs, notre modèle économique n'a pas bougé depuis. Ouais. Et on avait été très bon pour le monter. Hier, j'entendais. Il y a une émission là que je regarde sur YouTube. Tu sais, c'est un peu format qui va de mon associé. Ouais. Et il y a un mec qui voulait monter une franchise dans les Smash Burgers. Ouais. Et en fait, ce qu'ils identifient quand ils se présentent,
c'est que dans la masse salariale, ils ont oublié ils ont pas oublié. Ils n'ont pas compté les 3 associés. Ouais. Donc ils disent ouais, on fait 40% de rentabilité, sauf que les 3 associés qui bossent à temps plein dedans, ils n'ont pas été comptés. Ben ouais, mais dans ce cas, tu n'es plus à 40% de rentabilité, tu vas peut-être tomber à 15% si tu rajoutes les salaires des. Mais c'est ça la franchise. Tu vends un modèle économique, tu vends un fonctionnement, tu vends des process aussi. Mais par contre, on était hyper souple sur la décoration, par exemple. C'est ça, bien sûr, au début, oui. Parce que c'est pas savoir si tu vas avoir telle table ou telle table. Mais c'est pas ce qui a fait vendre des franchises, de toute manière. C'est pas parce que tu allais mettre des gourdes ou des t-shirts eBay qui fait que le futur entrepreneur allait venir et dire ah bah ouais, ils ont des gourdes, du coup je vais ouvrir une franchise. Non, ce qui a fait la réussite, c'est que quand un intéressé pour une franchise de chez nous allait voir un de nos franchisés et lui demander si ça se passait bien, est-ce qu'il gagnait de l'argent et est-ce qu'il était rentable et qu'on n'avait aucune crainte là-dessus parce que justement on savait qu'il répondrait bien là-dessus et que justement on leur disait mais vas-y fonce. Mais c'est ce qui a fait que tous les autres franchisés par le bouche à oreille ils ont ouvert. C'est comme ça qu'on a eu notre succès. Donc ouais, l'accompagnement. Donc si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui monte une franchise, c'est se focaliser à fond sur l'accompagnement. Ah ouais, à fond, 1000%. Moi, pour compléter ça, il ne faut pas oublier que la franchise, c'est un business à long terme. Et je trouve qu'il y a trop de franchiseurs. Et d'ailleurs, pour en parler par rapport à Richard, c'est vrai que Richard avait une vision un peu plus court-termiste du business. Mais après, au bout d'un moment, en fait, tu as un revenu qui est récurrent sur 10 ans, 20 ans. Et mon avis à moi, il faut que savoir, et d'ailleurs, ce sera peut-être justement la discussion et peut-être notre lien par rapport à ta sortie, mais de dire que en fait, la franchise, tu te construis un revenu récurrent, tu as des paliers, t'as des paliers auxquels tu peux t'arrêter. Par exemple, tu arrives à 50 studios, tu peux te dire, ben là j'arrête la croissance et je vais profiter du revenu stable que j'ai mis en place et ainsi de suite. Ou tu peux essayer de mettre all-in. Nous, on a mis all-in depuis 10 ans. Hein. Ouais, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on a mis all-in. On n'a jamais pris le moindre euro de bénéfice. Jamais. C'est-à-dire que toutes nos assemblées générales, il n'y en a aucune dans laquelle il est écrit on reprend des bénéfices. D'ailleurs, il n'y en avait pas parce qu'en fait, on les investissait avant même d'arriver en assemblée générale. On recrutait les gens qu'on devait recruter, on investit dans ceux dont on devait investir. Pour se dire qu'à un moment donné, en fait, on arriverait à un palier. On arriverait à un palier qui nous permettrait d'avoir ces revenus stables et d'avancer. Du coup, une décision que je prends dans une association, il y a un coup, c'est un qui prend une décision, un coup, c'est l'autre. Moi, je la prends et je te convainc d'attaquer le marché US et de remettre all-in. Et en fait, quand on le regarde, cette décision, parce qu'une de nos 3 disputes était liée à ça, où tu me dis, ouais, Madrid, c'est avec légitimité, hein, tu me dis, Adri, c'est ton choix d'avoir voulu mettre all-in, d'avoir développé les États-Unis, et ainsi de suite. Et je l'assume. Hein. Du coup, on arrive vers 2021, on est à peu près stable en Europe, on a une belle croissance, on commence à ouvrir des pays. Alors, c'est pas que les États-Unis, c'est un petit peu l'international aussi, c'est pour ça qu'on lève des fonds. Mais du coup, moi, je prends cette décision de dire, on met all-in, je te convainc. Sauf que ce soit moi ou toi à cette époque-là, j'ai pas conscience qu'on met all-in pour 15 ans. Vraiment, hein. Quand je le regarde, on va dire 2020 pour faire un axe simple, tu vois. C'est pas tout à fait 2020, mais c'est dans cette période-là, parce que c'est pendant le Covid qu'on le prépare. Moi, j'ai pas conscience qu'on met all-in pour 15 ans et qu'on rentre dans un tunnel de lequel tu peux pas sortir. C'est que ce tunnel-là, on y est encore dedans. Hein. C'est là, je suis en train de préparer moi la vidéo pour l'équipe là, parce qu'ils font un repas d'équipe et je suis pas là. Et je leur prépare la vidéo et c'est de leur dire, mais les gars, en fait, là, 31 décembre, on finit pas l'année. Là, on est dans un tunnel qui nous amène au moins à 2030. C'est-à-dire jusqu'à 2030. Tu sais, c'est un peu comme cette image-là du dessin animé là de Nemo. Quand les tortues elles sont dans un courant rapide là, on est dans un courant, on ne pourra pas en sortir. Si t'en sors, tu sur la casse. Donc du coup, on peut dire que c'est un petit peu ça, à un moment donné, qui amène à poser des questions. On arrive aux 8 années, tu te rends compte qu'on a remis all-in et qu'en fait, on n'a pas remis all-in pour 1 an ou 2 ans. et du coup, tu en arrives à cette réflexion de te dire, bon, pourquoi pas la séparation. Ouais, parce que justement, je l'ai assez vite compris que justement, on était reparti pour 10 ou 15 ans, voire plus. Et moi, en fait, à un moment donné, alors Iron Body Fit, ça reste mon bébé, notre bébé, mais moi ce que j'aime c'est la nouveauté. Moi j'aime créer, vous savez, comme on disait tout à l'heure, c'est les idées, les nouveautés, les opportunités.
Et du coup, c'est vrai que là, au bout de 10 ans, dans Iron Body Fit, repartir sur 10 ans sur la même chose, en fait, repartir de zéro sur la même chose dans un pays étranger, avec la langue étrangère, les mentalités différentes, bien que je valide, parce que si je vis ici aussi, c'est parce que j'adore ce pays, finalement, ça aurait été au moins, pour moi, le côté positif de cette histoire. C'est que ça t'a ouvert la porte des États-Unis. C'est que ça m'a ouvert la porte des États-Unis. Et que... C'est bien ça ce que tu es en train de faire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, alors bien que notre séparation est positive, hein, Ouais, bien sûr. mais de voir ce côté, Du côté positif, du négatif, dans le négatif, toujours. Et d'ailleurs, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai ouvert un studio, moi, sur Miami Brickell. Que tu as rentabilisé. Qui m'a coûté beaucoup d'argent. Et pour le coup, c'est un bel échec. C'est un de on va dire, le plus gros échec de ma vie. Mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter là. Et ce que je trouve de positif dans cet échec, c'est que ça a été... Iron Body Fit pendant 10 ans a été une belle expérience durant ces 10 ans, durant toute ma vie. Et je ne cracherai pas dessus parce que c'est clair que ça m'a fait évoluer d'un point A à un point Z, si je peux dire. Mais cet échec-là m'a fait encore plus évoluer dans ma mentalité, dans ma façon de penser, de voir les choses, m'a fait complètement évoluer différemment. Parce qu'on en a besoin, je pense, des échecs dans la vie. Et du coup, ça m'a aidé à voir la vie différemment. Et justement, donc, en vrai, pour moi, les États-Unis, il n'y a eu que du négatif. Mais dans ce négatif, je vois que du positif. Parce que ça m'a permis de venir vivre aux États-Unis et tant que je le pourrai, je resterai ici et je ne rentrerai pas en Europe. Ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés si j'étais resté en France. Créer des choses, faire de nouveaux projets avec eux que j'aurais jamais fait et que j'aurais jamais eu l'occasion de m'orienter là-dedans. Et du coup, je remercie ces échecs, on va dire. C'est dur, hein, parce que je paye encore tous les mois et du coup c'est compliqué, mais je pense que c'est pour encore de choses plus grandes derrière. Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est que, en fait, quoi qu'on fasse dans la vie, par exemple, on parle de muscu, si tu veux qu'un muscle grossisse, il faut le pousser à l'échec. Il faut le pousser à l'échec. Ouais. Donc, effectivement, c'était peut-être être à Avignon dans une position de succès, dans ce petit environnement qui est très bien. Mais du coup, qu'est-ce qui te plaît aux États-Unis? Parce qu'il y a toutes ces idées, tous ces mythes sur les États-Unis. Toi, dans ta vision des États-Unis, qu'est-ce qui t'excite? Alors, moi, déjà, la première chose, sincèrement, la mentalité des gens. Déjà, j'ai du mal vraiment avec la mentalité française. On parlait tout à l'heure justement du fait qu'on te met des bâtons dans les roues. Alors des fois que ce soit positivement ou négativement, peu importe. Mais en France, on est vite jaloux. Les gens sont vite jaloux de la réussite des autres. Si tu réussis pas, finalement, tu es critiqué aussi. Et aux États-Unis, je ne ressens absolument pas cette mentalité-là. Et ça, en fait, que tu réussisses ou pas, en fait, on ne te juge pas. On n'a pas le temps de s'occuper de toi, de parler de toi. Et en fait, ça, c'est un des gros points positifs pour moi du côté États-Unis. Ensuite, pour moi, c'est alors notamment la Floride. Je connais pas encore tous les États, mais des États-Unis, mais ce que je trouve, moi, c'est le pays de la réussite, c'est le pays de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à faire de l'argent. Aujourd'hui, tu peux parler à une personne complètement riche, millionnaire ou milliardaire dans la vie de tous les jours, en soirée, dans un resto, n'importe où. Tu sais même pas autant qu'il est milliardaire. En France, ça n'existe pas, ça. Tu rencontres pas un milliardaire comme ça dans la rue et il va te parler, il va te donner des conseils. Aux États-Unis, ça existe. Et le mec, en fait, c'est pas parce que toi, tu es pauvre, entre guillemets, qu'il va pas te donner de conseils, il va pas être là pour toi. En France, un milliardaire viendra jamais parler à un mec de la classe moyenne, si je peux dire. Ou un pauvre et lui donner des conseils, il n'en aura rien à faire, il va faire son business à lui, il va regarder que son côté à lui et il ne viendra pas te donner de conseils. Ici, ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que tu peux sympathiser avec un mec qui a réussi dans les affaires, il peut te prendre ou pas sous son aile ou te donner des conseils et s'il voit que tu es motivé ou que tu as de l'ambition ou tu as envie de faire des choses, il va te prendre, il va t'aider à le faire. Et notamment, c'est plus ou moins ce que s'il est en train de m'arriver avec une amie à moi, j'en parlerai après, mais dans mes futurs projets. Et du coup c'est ça que j'aime aux États-Unis. Oui, donc il y a des opportunités qu'on ne va pas avoir en France. Alors, il y a aussi le fait que je pense qu'il y a, en tout cas nous, de là où on est, parce qu'on est des paysans d'Avignon, donc de là où on est, tu as moins de gens qui ont de succès que ce que tu peux avoir à Paris. Peut-être qu'à Paris, c'est peut-être différent. Ça. Mais ouais, les gens sont un peu moins ouverts et un peu plus en France.
si tu fais pas partie de la bande, je te parlerai pas. Alors qu'ici, tu peux te retrouver dans un cocktail ou quoi que ce soit, à parler avec quelqu'un qui ont des ressources illimitées, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de succès et de réussite, et ils vont pas se fier. Parce qu'en plus, il y a cet effet aux États-Unis où tu sais pas qui y a derrière ce costume. C'est-à-dire que et je pense que c'est un peu l'effet, d'ailleurs c'est les deux effets par rapport aux États-Unis, mon analyse, c'est l'effet où les gens ne te jugent pas, c'est qu'en fait, je pense qu'aux États-Unis, et ça c'est vrai spécifiquement dans le Silicon Valley, il y a tellement de gars qui ont rencontré des mecs qui avaient des projets qui n'ont pas suivi. Et il y a tout cet effet de j'ai parlé au mec de Uber, j'ai parlé au mec de Netflix et je l'ai pas suivi. Donc ils ont tous ce truc de on sait jamais, autant c'est le projet qui va exploser. C'est clair. Et de l'autre côté, il y a on peut pas savoir qui est qui. Et là où en France tu le vois assez vite, ici tu peux pas savoir parce que même un mec qui va se garer en Lamborghini, tu sais pas, c'est pas une loc, ou s'il a pas tout mis dans son leasing de sa Ferrari. Mais de l'autre côté, tu as un mec qui va arriver habillé de rien. Et en fait, le mec, ils ont balancé ces barrières extérieures. D'ailleurs, je sais pas si ça te l'a fait. Moi, c'est vrai, quand je suis arrivé au début en Floride, tu regardais les gens par rapport à ce qu'ils paraissent être. Tu sais, justement, parce qu'en plus, on arrive, on cherche des fonds, on cherche des financements et tout ça. Et au bout d'un moment, je trouve que tu oublies ce truc. En fait, tu parles avec des gens, t'en fous de savoir. Tu cherches même pas à savoir s'ils ont de l'argent, pas de l'argent, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Tu parles avec les gens de façon hyper naturelle, sans chercher à te dire est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est pas lourd, est-ce qu'il peut investir, est-ce qu'il peut pas investir. Ce qui amène des relations plus saines et justement où tu as potentiellement des investisseurs potentiels qui vont être intéressés, plutôt que juste avoir ce truc où je suis en train de te sniper parce que j'ai vu que tu as une montre, une voiture et je me dis que tu vas être investisseur. Exactement, surtout ça veut plus rien dire en France. Mais ouais, c'est exactement ça, complètement. Et je dirais que le troisième point qui est important aussi, c'est au niveau des taxes. On va dire qu'en France, on est un des pays les plus taxés au monde. Aux États-Unis, ça reste toujours plus avantageux. Moi, sincèrement, ce qui me gêne en France, on l'aime, c'est notre pays et il est très beau. Et j'aurais aimé pouvoir me dire que j'ai envie de continuer en France et développer, créer d'autres entreprises en France. Mais quand je vois, moi je prends cet exemple-là, en fait, il m'énerve tellement, il me sidère tellement, en fait, quand je vois que tu as ta propre société en France. Que tu te bats tous les jours pour réussir, pour la faire vivre par tes propres moyens. L'argent, tu l'as volé à personne, tu t'as fait comme tu as pu, on s'est battu et on se bat encore depuis 10 ans pour faire réussir ta société et que tu vas un jour juste profiter d'un pauvre petit restaurant à 50 € un midi, que tu veux y aller ou avec toi, ou avec ton associé, ou avec ta femme, ou avec ta famille pour te faire plaisir avec ton propre argent quand même que tu as travaillé et qu'on peut venir te faire un redressement fiscal là-dessus, un abus de biens sociaux là-dessus. Non, moi ça je peux plus. Ça je peux pas. Et que je vois qu'aux États-Unis, tu avec les moyens que tu as et que si tu as l'argent dessus, évidemment que tu vas pas te payer une Ferrari et sur ta société si tu n'as pas les sous dessus, mais si tu veux te la payer parce que tu as gagné de l'argent dessus, que tu veux te prendre une semaine en vacances sur ta société ou faire ce que tu veux, en fait, tu as le droit de le faire. Alors, je mets une petite précision là-dessus, que tout le monde ne commence pas à s'emballer. En fait, c'est pas un abus de biens sociaux, mais c'est pas déduit de l'assiette imposable. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple, donc à la fin, la fiscalité aux États-Unis, donc il n'y a pas l'abus de biens sociaux. L'abus de biens sociaux, c'est que tu vas utiliser l'argent de la société pour des activités personnelles. Donc, ce délit-là n'existe pas aux États-Unis. Par contre, si tu utilises l'argent de la société pour des dépenses personnelles, un resto avec ta femme, c'est juste qu'en fait, en fin d'année, si tu veux être clean, tu vas dire non, celui-là, c'était une dépense personnelle. Et donc, du coup, il ne sera juste pas déductible de l'assiette d'imposition. Exactement. Mais tu as le droit de le faire. Oui, tu risques rien, tu as le droit de le faire. Et d'ailleurs, les règles d'abus de biens sociaux sont quand même beaucoup plus light que ce qu'elles sont en France. Où en France, effectivement, quand tu fais un resto avec un client, tu dois mettre le nom, la date au dos, qu'est-ce que tu as mangé, pourquoi tu as mangé ça et pourquoi tu as pris une bouteille de vin ou pas une bouteille de vin. C'est clair. C'est un peu ça que je trouve dommage. Les impôts et tout ce genre de problèmes. Et puis les impôts, les impôts sur la société, les impôts sur le revenu perso, les impôts sur tout ça. Ouais, mais du coup, il y a quand même ce débat où on te dit, ouais, mais aux États-Unis, alors, t'as pas de couverture sociale, t'as pas de couverture, t'as pas de retraite. En tout cas, tu vas la financer toi-même. Bon, moi, la retraite en France, déjà, je compte pas dessus. Donc, que ce soit en France ou aux États-Unis, je vais me la faire moi-même, ma retraite. Et ensuite, pour la couverture sociale, vous savez, tu sais, aujourd'hui tu prends une mutuelle à $300 par mois et en fait tu es couvert pour tout le reste. Après, la vérité c'est que ça dépend des gens. T'es jeune, t'es en bonne santé. Voilà. Bon,
on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Oui, mais tu dois être couvert, c'est un accident de voiture et que tu dois aller à l'hôpital. Mais c'est ça. Mais en fait, quand tu regardes à l'année, au final, en France, avec ce qu'on te prend sur ton salaire, finalement, je suis bien plus qu'à $300 par mois de mutuelle. Et surtout que tu vas jamais chez le médecin. Je sais pas quand est-ce que tu vas chez le médecin et tu prends des médicaments. C'est clair, là, je suis bien plus gagnant en payant une mutuelle, même à 400 balles par mois ici, qu'en France, qu'on me prend sur le salaire, c'est clair. C'est drôle parce que j'ai vu une vidéo ce matin, je sais pas qui t'a élaboré ce sujet-là, et j'ai vu une vidéo ce matin d'un Français là, qui disait ça par rapport aux US. Bon, il n'était pas tout à fait vrai dans le truc, parce que bon, il y a quand même des nuances, mais il y a toujours un déductible. Mais bon, après, les salaires sont en conséquence aussi. C'est-à-dire que le truc, surtout sur les Américains, moi, je trouve que la mauvaise presse qu'on fait, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, les Américains choisissent de prendre une assurance santé. Alors, soit ils l'ont avec leur patron, en général, soit en fait, ils choisissent de ne pas la prendre, en fait, parce qu'ils veulent dépenser. Ils consomment, ils préfèrent consommer que se couvrir. Mais la réalité, c'est que si tu prends les salaires bruts en France et bruts en Floride, par exemple, les mecs ont de quoi se prendre une couverture. Bien sûr. Exactement. Ok, donc du coup, on va un peu sur tes projets. Donc du coup, là, tu as des projets ? Ouais. Alors attends, avant d'arriver là-dessus, pardon. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de séparation et pas de divorce. Parce que c'est vrai que le divorce, ça fait toujours un peu péjoratif. C'est vrai, ça fait un peu négatif. En général, le divorce, ça se passe jamais très bien. Ouais, un divorce, en général, c'est les avocats et ça. Nous, on n'a même pas d'avocats. Mais moi, dans ma perception des choses, dans les difficultés des 3 dernières années, parce que les 3 dernières années ont été compliquées, elles ont été dures. Dans les difficultés, on a eu à un moment donné un investisseur qui t'a fait alors une proposition plus ou moins sérieuse. Je sais pas si elle était sérieuse ou pas, dans sa tête à lui. J'aurais dû la dire oui à l'époque. J'aurais dû dire oui à l'époque. Mais t'avais dit oui. Mais bon, il n'y avait pas les moyens en face. Non. Et tu avais fait une proposition qu'on ne peut pas refuser, que personne ne peut refuser. Peut-être si sa proposition était beaucoup plus basse et plus réaliste, tu n'aurais même pas réfléchi. D'ailleurs, moi, je ne sais pas si tu te rappelles, avant cette réunion, je te dis, quoi qu'il te propose, tu dis non. Et toi, on est dans la réunion, le mec qui te fait une proposition, tu dis ah ouais, ça... finalement. Ah, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est clair. Et mais bon, le montant était un petit peu énorme. Est-ce que c'est ça qui ouvre la fenêtre de se dire et pourquoi pas passer à autre chose? Moi, je pense que c'est une des raisons qui ouvre la fenêtre, comme tu dis, à penser à autre chose. Mais c'est surtout ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment le fait que je ne me voyais pas repartir sur 10 ans. Et en fait, tout allait ensemble. Là, en fait, il y avait cette pensée-là que j'avais d'un côté, cette proposition-là de l'autre. Ça me faisait peur parce que j'avais quand même peur. Ça fait 10 ans qu'on est dedans. Et le matin, quand tu te réveilles, tu as quelque chose, tu sais où tu vas, tu as des objectifs. Tu as des visions et donc du coup ça te rassure un petit peu. Et là je me dis si je pars et que même si je repars avec de l'argent, il faut tout refaire aussi. Donc ça fait quand même réfléchir. Mais ouais, c'est un tout qui fait qu'à un moment donné je me dis il faut que je me refasse. De toute façon en fait moi dans quoi je m'épanouis c'est dans la nouveauté, dans la création. Et Iron Body Fit 10 ans, j'en ai fait pas le tour, enfin si Oui, tu es plutôt un sprinter qu'une course de fond. Ouais, voilà. C'est vrai que moi quand j'en parle, moi je me vois pas faire autre chose. J'ai pas envie de faire autre chose. Si j'avais une baguette magique, je ferais Iron Body Fit. D'ailleurs, des fois je regarde moi les gens qui ont des gros groupes avec plein de filiales et tout ça. Moi, toi, tu restes là-dedans. Mais après, mais toi, ce qui t'excite, c'est la création, c'est la nouveauté, c'est l'excitation du début, et ainsi de suite. Exactement. Et donc, du coup, moi, je me rappelle cette discussion avec ces investisseurs-là, c'est 2022, fin d'année 2022. Et la vraie discussion qu'on a tous les deux, c'est, si je dis pas de bêtises, fin 2023. Où tu me dis. Alors, pour la petite info. Ça pourrait te paraître autrement, mais c'est vraiment toi qui me dis, Adri, j'ai décidé d'arrêter. C'est le moment. Et donc c'est fin 2023, et là, du coup, on est fin 2025, et on a signé cette semaine. Donc c'est quand même 2 ans, quoi. 2 ans pour tomber d'accord, pour signer, pour trouver les... Que ce soit cohérent aussi, par rapport à toi, la sortie, pas la sortie et tout ça. Donc ça, c'est un petit message aussi pour ceux qui pensent que les choses, elles se font comme ça. Non, ça prend du temps. T'as été patient d'ailleurs. Je t'en remercie parce que fallait un peu. Il y avait pas mal de choses à régler, que ce soit administrativement, financièrement dans la boîte et ainsi de suite. Et donc ça prend. C'est un processus. C'est pas un truc qui se fait comme ça du jour au lendemain. Non, c'est sûr. Moi, ce que j'aimerais que les gens entendent par rapport à une sortie comme ça, une séparation, je trouve que nous, je te dis, je me rappelle même pas quand est-ce qu'elle était cette discussion, mais je me rappelle, je suis venu avec la proposition. Je t'ai dit voilà la proposition que je te fais.
Je crois qu'elle a duré 5 minutes, on a le mangé ou on a fait autre chose Ouais, derrière. ouais, c'est clair. Mais C'était comme ça entre nous depuis 10 ben, ans. Hein. c'était un win-win. Ouais. C'était un win-win. Et je pense que là où les gens, justement, pour faire le lien avec le divorce, je pense que les gens essayent trop de se battre pour le petit vase. Ouais. Et chose qu'on n'a pas fait nous, Ouais. s'en fout du vase, Ouais, en c'est fait, clair. concrètement. C'est est-ce que toi, tu as de quoi te retourner et aller de l'avant et est-ce que moi, c'est cohérent par rapport à la situation, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que c'est des choses que les gens qui veulent à un moment donné se séparer. Et d'ailleurs, avec Richard, ça s'était bien passé aussi. Hein. Très bien. C'était bien passé. Lui aussi, c'était pareil. Ouais, il trouvait son compte de partir à ce moment-là. Lui, le deal voulait. qu'il a eu fonctionnait très bien pour lui. Le deal que nous, on avait fonctionnait très bien pour nous. Et tout le monde. Et d'ailleurs, Richard, je suis en très bon contact. Très bon contact. On est toi aussi en bon contact avec lui. Et je pense. Et tu vois, par exemple, ça, c'est un de mes meilleurs succès. De me dire que, moi, en tout cas pour moi personnellement, me dire parce que. La séparation tous les trois. associés. Parce que même s'il y a d'autres personnes qui sont passées au milieu, d'accord, avec qui c'est plus ou moins bien passé, mais en tout cas, tous les trois. Les pionniers, en tout cas. Les trois pionniers, bah voilà, on peut se retrouver autour d'un verre et discuter. D'un verre. Moi, j'allais dire d'un Pokéball, mais vous connaissant tous les deux, ce sera plutôt autour d'un verre. Je pense aussi. Richard, c'est une invitation. On devait se faire un petit voyage tous les trois. On devait faire ça très bien comme ça. L'organiser. En 2026. Ouais, donc du coup, on en est où des projets? C'est quoi tes projets là pour le futur Alors, du coup, mes projets, moi, je suis un petit peu. Voilà, moi, ce que j'aime faire, ce qui m'excite, c'est vraiment. C'est complètement une orientation complètement différente. Et moi, ce qui m'excite, c'est vraiment la nouveauté, les projets. En fait, je suis un petit peu un chasseur d'opportunités. J'aime bien ce terme-là parce qu'en fait, je vais aller dénicher des sociétés déjà existantes ou des projets en cours de création, mais un petit peu perles rares, hyper rentables et super projets. Et je vais aller chercher ou moi m'investir du temps dedans ou de l'argent, ou alors à chercher des investisseurs qui cherchent aussi, parce qu'il y a plein d'investisseurs dans le monde qui veulent investir dans des projets étrangers ou pas en fait. Et je vais un petit peu aller faire ce travail-là pour eux, aller chercher des perles rares de sociétés ou de projets en cours et je vais les orienter dessus, après que ça plaise ou non en fait, et après derrière qu'ils investissent ou pas. Et en l'occurrence là j'en ai 3. J'ai 3 projets dans lesquels même moi je me faufile un peu dedans. La première c'est dans le recyclage de pneus. On a investi dans une grosse machine en fait qui va être dans un hangar, et en fait on va tout simplement récupérer des pneus usagés. Donc déjà, on aide à l'écologie, on aide à la pollution, à moins polluer et tout ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'État, les déchetteries, les concessions, les pneus usagés, ils savent pas le recycler. Ils savent pas quoi en faire, ils n'ont pas le droit de les brûler parce que ça pollue, ils les stockent, donc ça leur prend de la place, ça les énerve. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un accord avec eux. Ils nous payent en plus déjà, donc ça c'est fabuleux. Ils nous payent pour récupérer les pneus. Nous, on leur facture donc au poids. On les met dans cette fameuse machine dans laquelle on a investi. Si tu veux, le pneu, il a 3 composants principaux. Il a le caoutchouc, la ferraille et le nylon. Cette machine, elle est magique. Elle coûte cher. Elle trie les 3. Et en fait, derrière, on va revendre en plus la matière première des trois composants qui ont été triés dans la machine. On peut aussi faire on va faire du carburant aussi. Grâce à ça, on a un projet de voir pour faire du carburant avec les pneus recyclés. Et on va aussi également faire, tu sais, les sols de salles de sport en caoutchouc, ou les parcs pour enfants, tout ça, là, les nouveaux matériaux qu'ils font en caoutchouc. Et du coup, on revend la matière première directement. Donc, on est payé pour les récupérer et pour les revendre. C'est un projet il est fabuleux. D'ailleurs, on reparlera pour Iron Body Fit si tu veux des sols en caoutchouc. On pourra te les revendre. Non, voilà, donc ça, tu te rappelles de ce sol qu'on a eu? Oui, justement. On revient pas là-dessus. Ceux-là, n'hésitez pas. Ils n'étaient pas adéquats là. Donc voilà, ça c'est un des premiers projets. Après, j'en ai un autre aussi. Donc c'est complètement différent. C'est une application. Une application santé. L'application s'appelle Renaissance. Et en fait, c'est pour la première fois pour la première fois dans le monde, en fait, on va lier la médecine douce avec la médecine traditionnelle. En fait, le but, en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre des gens, on va leur donner des tests un petit peu
fait par des psychiatres, fait par des psychothérapeutes, fait vraiment un test poussé, vraiment précisément sur chaque personne. Et grâce à ce test, en fait, et grâce à cette application et via son smartphone, il va pouvoir un petit peu avoir de l'aide sur du développement personnel, avoir de l'aide sur niveau psychiatre, niveau psychiatrie, niveau peu importe en fait dans quoi il va avoir besoin d'aide. Mais chaque personne a un besoin différent en fait. Ok. Cette application et ce test-là va permettre de décréter, de savoir quel est le problème de la personne. Et ensuite, grâce à ça, on va le mettre en relation en visio, via vidéoconférence, Avec tout un ça, professionnel. avec un professionnel. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment, ça va être, on veut le faire à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Ouais, on Mais veut d'abord le en faire. France ou D'abord tout de en suite? France Ah, et voilà. aux États-Unis. On va commencer par la France parce qu'on connaît le côté, la langue, etc. Et après, sans perdre de temps, on va la développer directement sur le côté américain aussi. Ok. Et donc, moi, je pense sincèrement aujourd'hui, on est dans un monde où on a tous besoin d'aide. Bon, on le voit de plus en plus, hein, avec De les plus en IA, avec Ouais. depuis le Covid, il y a une détresse psychologique. Psychologique, exactement. Et on a tous besoin d'aide. Et il y a ceux qui vont franchir le pas, il y a ceux qui vont pas oser. Et donc, du coup, Parce qu'il y a une gêne. Aujourd'hui, il y a une gêne à Ouais. les consulter Ouais. parce qu'on a l'impression qu'on est maboule Qu'on est fou. et qu'on Ouais. est chelou si on doit Ouais, les consulter. c'est exactement ça. Et sauf qu'en fait, non. Et en fait, c'est au contraire. On a tous besoin d'un psychologue, je pense. On a tous besoin de parler. On a tous D'être besoin écouté, ouais, d'être écouté. Et c'est peut aller que dans notre bien-être. Donc, cette application va pouvoir permettre à la personne de le faire de chez lui personnellement, sans que personne puisse le Ouais. juger ni quoi que ce soit. Et du coup, de pouvoir aider les gens. On va aussi proposer de la nutrition, du renforcement musculaire, du yoga aussi. Le côté sportif et tout, je reste toujours dans cette branche-là parce que je pense que Oui, le bien-être. Ouais. c'est le pionnier du bien-être, hein, le sport, et donc on est bien d'accord. Mais voilà, donc ce projet-là, on cherche des investisseurs aussi aujourd'hui parce que c'est quand même un projet qui est assez onéreux Oui, j'imagine la tech, parce que la ça création coûte de d'une l'argent, ouais. application, développement international, etc. On a déjà des personnes qui sont intéressées, mais bon, là on est ouvert à plein de propositions, notamment pour des parts sociales, etc., dans le développement de cette application. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet. Et le troisième, ça va être dans l'immobilier, tout simple, dans l'immobilier aux États-Unis. Ok. En fait, moi, ce que je fais faire, c'est que je mets en relation des Français, surtout, après des Européens, n'importe, mais des Français qui voudraient venir investir dans l'immobilier aux États-Unis, enfin, notamment en Floride, Ouais. ou venir s'installer. Moi, je vais les mettre en relation avec les personnes professionnelles qui font cet accompagnement-là. Moi, je ne vais pas le faire pour eux parce que bon, je ne suis pas un avocat et je ne suis pas non plus un agent immobilier. Mais du coup, je vais les mettre en relation et je vais les aider quand même avec eux en collaboration avec mes partenaires pour les aider à venir investir dans l'immobilier. Et là, notamment, on a une belle opportunité grâce à un partenariat avec les banques et tout. On a une très belle opportunité où justement, si tu es intéressé pour mettre de l'apport pour venir investir aux États-Unis, enfin en Floride, la banque te suit même en tant qu'étranger. Ok. C'est vrai que ça c'est assez compliqué parce qu'en tant qu'étranger en général, on ne compliqué trouve de pas de faire- crédit. ouais. Et là, on a trouvé un bon deal avec un banquier qui légal, hein, attention, on n'est pas en train de parler de faire quelque chose d'illégal. Et donc avec de l'apport, on peut avoir, avec 30-35% d'apport, on peut avoir un financement sympa pour un investissement immobilier en Floride. Ok. Mm. Bon, ça, c'est les 3 premiers projets. J'imagine, te connaissant, tu en auras d'autres. Ouais, il y en aura d'autres. Ça, c'est ceux que j'ai choisis pour maintenant, en tout cas. Après, il y a mon côté fraternel, grand frère un peu, Ouais, qui dit fais attention. ouais, Parce que tu sais, tu le vois dans les business angels, les gars qui investissent dans des projets et ainsi de suite. ouais, Il faut être conscient que c'est bien d'identifier la perle rare, ouais. mais le problème c'est que dans les perles, il y en a qui sont pas rares. Ah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Fais attention, bon là apparemment c'était projet à toi, donc c'est encore un peu différent. Ouais, Mais après- si tu te mets à investir en format business angel, tu sais, dans des projets notamment auxquels tu sur le crois. recyclage des pneus. Ça, celle-là, elle est pas à moi, mais moi, je Oui. vois vraiment Alors, je suis dedans, hein, avant de m'investir dedans et de faire investir des gens Oui, t'as tout aussi. fait. J'ai traîné dedans, j'ai regardé les chiffres, j'ai regardé le fonctionnement, j'y suis tous les jours. On regarde comment ça fonctionne, on regarde ce qui rentre, ce qui sort. Je vais pas, j'y vais doucement, mais c'est vrai que si je le propose à ce moment-là, c'est que je suis sûr de mon coup. C'est que vraiment là, je sais qu'il y a une opportunité, et sinon j'irai pas, et je le proposerai surtout pas à des gens. Je vais pas là, je me verrai encore moins. Alors moi que je prenne un risque avec mon argent à moi, c'est une chose, mais je prendrai pas le risque avec l'argent des autres.
Non, après moi, c'est surtout pour rapport à toi. C'est de se dire Ouais, bien sûr. que, bon, l'idée, c'est de faire attention. Moi, c'est un peu ma crainte. Je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels je ne ferai pas autre chose qu'Iron Fit. De me dire que je sais pas assez d'avoir ce risque de suivre quelqu'un. Tu sais, je vois les gens qui nous ont suivis. Hein. Ouais. Nous, on en a là. Il y a encore, et d'ailleurs, je remercie tous les investisseurs qui nous ont suivis, qu'on n'a pas fini de payer, qu'on continue de payer. Mais bah, tu sais, des fois, tu te rends compte que même si nous, on y croyait à fond, Oui. on est passé un cheveu. Hein. On n'est pas passé bien loin Pourtant, le projet est bon, le projet est viable, le projet est structuré, mais on n'est pas passé loin de prendre la déferlante, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est là où il faut faire attention, parce que des fois, ça tient à pas grand-chose. Ouais. Moi, c'est mon petit conseil, fais gaffe. Bien sûr. Réfléchis bien comment tu... Non, tu vois. c'est réfléchi. Mais là, déjà, ces trois-là me prennent du temps. Pour l'instant, on verra plus tard. Mais en tout cas, oui. Bah, tout simplement, comme tu as dit, hein, en Floride, en plus, toi, si tu as un talent, c'est le networking. Ouais. Tu as un talent de networking qui est incroyable. Je suis assez sociable. Ouais. Les gens m'aiment vite rapidement. Même rapidement, je veux dire. Mais même t'aimes ça. Moi, par exemple, ça. je suis un peu... je suis allergique aux aux cocktails, gens, à tous ces événements de networking, mais toi, t'aimes ça. Ouais. Tu t'y plais, t'es à l'aise, t'es dans ton élément dedans. C'est là que tu fais Tu sais trouver ton juste milieu entre je m'amuse, je fais la bringue et je suis professionnel. Et d'ailleurs, ça faisait partie de nos répartitions de tâches à l'époque. Où toi, tu faisais le relation avec les franchisés et moi, je bossais je faisais le back-office. Je faisais le relationnel pro et la fête en même temps. Mais ce qui n'est pas négligeable, hein, parce que c'est des choses que dont les gens ont besoin, dont les gens ont envie. Oui. Et, bien sûr. Et c'est un talent incroyable parce qu'en fait, du coup, tu te retrouves avec des opportunités, des gens qui te proposent des trucs de fou. C'est exactement ce que j'allais te dire. Les plus grosses opportunités et les plus gros, les meilleures choses que j'ai rencontrées et découvertes, c'était dans ce milieu-là. Dans le milieu des soirées ou le milieu des cocktails. Et tu te retrouves à la table du prince de Monaco. Du prince de Monaco, toute la famille princière de Monaco. Pardon, excuse-moi. Oui, toute la famille. Alors là, pour le coup, ils y étaient tous, que ce soit les frères et sœurs, les enfants, ils y étaient tous. Et il n'y en avait pas une à marier Et non. C'est un bon plan, ça. Dommage, c'est vrai que ça m'aurait plu, Monaco aussi. C'est vrai que ça m'aurait plu. Mais ça, c'est parce que j'ai intégré un club, le club d'un ami qui vit sur Monaco, justement, Vincent. Je fais une petite dédicace au passage. Je fais une petite pub, un petit coup de pub pour ça. Comment s'appelle le club? The Wolf. Okay. The Wolf, j'ai intégré ce club l'été dernier et c'est vrai que ça m'a permis de faire de belles rencontres, avec des opportunités, avec des gens d'une certaine catégorie aussi dans ce club qui permet justement... Vincent organise des soirées sur Monaco avec tous les membres du club. Ça permet de les rencontrer les uns après les autres. Et justement, de là à là, d'une opportunité à une autre, moi je suis dans ça, moi je suis là-dedans, moi je cherche à investir. Et puis voilà, ça fait des rencontres, ça fait des liens, ça fait des connexions. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Est-ce que tu penses que tu aurais dû le faire avant? Quoi donc? Intégrer des clubs. Est-ce que tu aurais dû le faire avant? Parce que là, tu l'as fait depuis un an. Je le fais un peu plus longtemps. Alors, on va dire 2 ans, ouais. Mais est-ce que c'est peut-être pas quelque chose que un entrepreneur devrait faire qu'on aurait dû faire en 2015 ou 2016? Tous. Il faut bien sélectionner son club parce que maintenant quand même il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et je pense qu'ils sont pas tous de la même utilité. Il faut bien le sélectionner. Il faut peut-être pas lésigner sur le côté financier parce qu'il y a des clubs qui demandent un coût financier pour le coût de l'adhésion. Mais donc il faut bien le sélectionner. Il faut juste et après oui, je le recommande à tout le monde parce que. Mais du coup, c'est un investissement. Donc on va dire il y a des clubs, je sais pas combien c'est celui-là, mais on va pas rentrer en détail. Mais il y a des clubs qui peuvent coûter jusqu'à 10 000 balles l'année. Pour toi, un mec qui lance sa boîte, en tout cas qui a une ambition d'avoir une boîte qui grossit un petit peu, mettre dans sa deuxième année 10 000 balles d'investissement dans un club, il peut le rentabiliser rapidement. Tout va dépendre de l'entreprise et de qu'est-ce qu'il recherche comme client, l'entrepreneur qui pose cette question en fait. Si tu veux, un franchisé Iron Body Fit, un entrepreneur Iron Body Fit, venir dans un club comme le The Wolf Club à Monaco, je pense pas que ce soit utile pour lui. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est... pour autre chose, pour en plus. Parce que Iron Fit peut être son revenu
stable. Alors, je suis pas en train de pousser les franchises à le faire. Non, Hein. non, Mais ça peut être ton revenu stable. Parce que même demain, tu dirais t'es cadre. Un mec, il est cadre. Il prend un petit peu d'argent tous les mois, d'accord, des cadres dans une grosse boîte. Intégrer un groupe comme ça peut lui permettre d'avoir des projets de côté. Ça peut lui permettre d'avoir des c'est investissements ce que j'allais te dire. que tout le monde ne peut pas avoir. Parce que on va certainement te faire des propositions d'investissement que tu n'auras pas en allant manger au coin de la rue à Flunch. Alors moi, je suis pas un grand fan de ça, tu me connais. Ouais, non, je sais. C'est au contraire, quand on me parle de trucs comme ça, j'y vais pas. Mais parce que je l'aime pas. Je sais pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est que c'est pas ma cam, c'est pas mon truc. Je pense que Non, mais c'est vrai, je l'ai réfléchi un peu en travers. C'est-à-dire que moi, je le voyais plus pour l'entrepreneur qui a ouvert un Iron Body Fit, veut des clients et Oui. a besoin de clients. mais Et là un il va au groupe, Benny. Là voilà, il va au il Benny. va au Benny, exactement. Et après, un groupe comme un club comme The Wolf Club, c'est vrai que ça peut être très intéressant pour trouver peut-être des Pour se investisseurs développer en tant pour se qu'entrepreneur. développer en tant qu'entrepreneur, qui trouve le projet Iron Body Fit super intéressant, qui lui dit écoute, on en ouvre 1, 2, 3 ou 4 ensemble, on s'associe, et du coup, de ce côté-là, complètement, je suis 100% Ou d'avoir des d'accord avec toi. opportunités d'investissement, parce que quand tu commences à faire un petit peu d'argent, tu as envie de le placer, Ouais. d'avoir des opportunités, te retrouver dans des Ouais. cercles de développement. Parce que Exactement. c'est peut-être, je pense, un des problèmes, parce qu'on parle d'ascenseur social et d'ascenseur de réussite. Ouais. Et c'est justement ça, c'est qu'aux États-Unis, tu as plus facilité à te retrouver Avec dans des milieux où tu peux te retrouver avec des opportunités, ouais. alors qu'en France, tu es Tu l'as obligé d'intégrer un T'es groupe. obligé d'intégrer Si tu un n'intègres pas un Exactement. groupe, dans ta routine quotidienne, Ouais. tu Mais tu n'auras vois, jamais rien. Mais c'est exactement ça. Tu vois, t'as tout dit en fait. La différence entre ce pays, entre la France et les États-Unis, où aux États-Unis, t'as pas forcément besoin d'intégrer un club pour faire des rencontres et pour avoir des opportunités. Qu'en France, finalement, moi, oui, je le conseille finalement à 100% d'intégrer ces clubs pour justement pour créer ces opportunités-là. Parce que sinon, ça sera pas le cas. Ça va être beaucoup plus compliqué sinon. Et tu te vois créer ton club? J'y ai pensé. Moi, je te vois bien. J'y ai pensé. J'ai eu l'idée avec. On a eu l'idée avec. Bon, je dirais pas avec qui, mais on s'en fout. Je te vois bien, moi. Mais ouais, j'y avais pensé aussi. Je te vois bien fédérer les événements. Ouais, Je te vois bien faire ça. à voir. À voir. Petite, Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que j'y avais pensé. Dans ce que tu as évoqué, les autres projets, ok, c'est cool. Ouais. C'est des projets qui peuvent te rapporter de l'argent. Bien sûr. Mais je te vois t'épanouir, moi, à développer un club. Mm. À rencontrer des gens, à les faire venir, à faire tes propres événements à toi. Les aider à se rencontrer, À à créer trouver du lien, créer et du ainsi de lien. suite. Ouais, c'est vrai. J'y ai pensé. J'y ai pensé il y a pas plus tard qu'il y a un an ou deux. Là. Bon, moi, j'adhère à aucun club, mais si tu montes un club, j'adhère à ton club. C'est vrai. Je suis ton premier. Parfait. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même ces 10 dernières années? Allez, là, on va sur le toi-même. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Elle est dure, la Question dure, hein. Ouais, elle est très très dure. Parce que j'en ai tellement appris des choses. Alors, Allez, une ou deux choses. qu'est-ce que j'ai appris? Alors, je sais pas si on peut dire que j'ai appris, mais en tout cas, sur quoi j'ai travaillé, déjà, c'est la patience. Ça, c'est la clé, c'est une des clés très importantes du succès, on va dire, parce que si t'es pas patient, tu fais mal les choses et du coup, tu te précipites et du coup, tu te rates. J'ai appris, ouais, je dirais que le truc le plus important que j'ai appris, c'est à vivre du moment présent déjà. Parce que moi, je vivais dans le futur et j'ai toujours vécu dans le futur. C'est bien. Et ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, je me satisfaisais jamais de ce que j'avais sur le moment. Et ça, ou alors je regardais le passé, ce que j'ai raté, ce que j'ai pas mal fait, et je me disais si j'avais fait différemment, etc. Et ça, c'était un gros point négatif pour moi, très, très compliqué à surmonter. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, je me dis, regarde en fait ce que tu fais, regarde ce que tu es en train de vivre. Et je m'en aperçois un petit peu avec les gens autour de moi qui viennent me voir et qui me félicitent pour des choses pour moi qui sont tellement futiles un peu. C'est rien en fait. Ils me félicitent sur un truc, mais pour moi ça s'est fait tellement naturellement qu'il n'y a pas à me féliciter dessus. Et en fait, là, je me pose et je me dis, le mec, il m'a félicité sur ça et finalement, mais regarde en fait ce que tu as fait. C'est vrai que pas tout le monde qui est capable de le faire. Créer comme on l'a fait, partir vers l'étranger, une main devant, une main derrière, pardon, au bout du monde comme ça, du jour au lendemain. Et ça, on m'a énormément félicité sur ça. Alors pour moi, ça s'est fait tellement naturellement. Ah, ouais. Mais alors du coup, ouais, vivre le moment présent et accepter et regarder les choses que tu as accomplies sur le moment présent plutôt que de te dire
Alors, il faut toujours avoir des ambitions, il faut toujours se mettre des objectifs, je pense, c'est quand même important, hein, c'est ce qui nous fait vivre. Mais regarder quand même, se poser et se dire quand même, ouais, ce que j'ai là, c'est vraiment magnifique. Et remercier la gratitude, remercier la vie. Vraiment, ça aussi, je l'ai appris et c'est hyper important parce que c'est ce qui te permet de justement de te poser et de réaliser les choses. C'est drôle, tu parles de gratitude. Ce week-end, il y avait le séminaire à Cancun. Ouais, Et justement, j'ai commencé et fini avec la gratitude en ouais, disant en fait, il faut. Des fois, tu te rappelles quand on a commencé, qu'on se payait 1132 euros par mois net, et tu sais, où à un moment donné, quand on est passé à 2000 euros net, tu sais, où tu es waouh, ouais, c'est juste. Se dire, on est parti de rien, on aurait pu c'est ça, couler quand on a c'est eu clair. nos C4 Cactus. Ouais, c'est clair. C'est On bon, toi, était, toi, c'est un downgrade parce bah, que moi, t'es passé de la Ferrari, de la Ferrari, de, quoi, ouais, la Porsche, de la Mercedes, la Mercedes, ouais, Mercedes et Porsche à ouais, ces 4 Cactus. avec le Mais C4. oui, c'est bien la gratitude. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'en ai parlé le week-end dernier au Ah, séminaire. mais ça fait 3 ans que je me suis mis à la méditation. Alors pourtant, moi, à l'époque, quand on me parlait de méditation et les gens me disaient qu'ils faisaient ça, je me foutais de leur gueule. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, je vais pas dire que ça m'a sauvé la vie, mais pas loin déjà, dû à mes échecs là. Mais ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé et du coup, ouais, s'apercevoir de ce qu'on a et maintenant et de se rendre compte que c'est déjà énorme. Mhm. Tes forces, toi aujourd'hui, tu as une force, ta plus grande force. Professionnellement ou personnellement, un Allez, peu tout. une personnelle, une professionnelle. Je me suis tiré une balle dans le pied tout seul. Côté professionnel, peut-être ma conviction de... Moi, c'est le relationnel en fait. Oui. C'est le relationnel et ma conviction de quand je suis persuadé d'une chose qu'elle va Ouais. fonctionner, je peux. Mais c'est pas de l'arnaque, hein, au contraire. Hein, justement, si je suis persuadé, ou alors je m'arnaque Ouais. moi-même. Ouais. Tu vois, c'est que je vais être très fort à te convaincre ou de venir Oui. investir ou de venir faire ce projet-là. Et voilà, ça c'est professionnellement, c'est vraiment. Peut-être ça va dans le personnel aussi, hein, du coup. Je suis. Je vais pas dire parce que c'est prétentieux, mais je suis un leader là-dessus. Mhm. Je suis un vrai leader là-dessus et du coup, ouais, ça c'est vraiment une de mes forces. Ouais. Et au niveau personnel? Et au niveau personnel, je dirais ça va avec un peu. Non, pas la même. Ouais. Moi, je dirais attachant. Ah ouais. Oui, je suis attachant, ouais. Hmm. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne. Ah, c'est vrai, c'est. Ouais, c'est vrai qu'on, comme on disait tout à l'heure, on m'aime assez vite. Ouais, alors il y a des gens qu'on aime vite et qu'après qu'on déteste Ouais. vite. Mais moi, ça reste. Ouais, t'es attachant. Je suis une bonne personne. Je pense sincèrement que je suis une bonne personne. De toute façon, dans la vie, si on n'est pas une bonne personne, il n'y a pas de bonnes choses qui nous arrivent. Ouais, tu pas Donc, et j'ai eu des mauvaises choses, mais pas dans le sens où des mauvaises choses, où justement parce que je suis une mauvaise personne. Donc, je sais que je suis une bonne personne et tant que je peux aider, j'aiderai. Et j'arnaquerai jamais personne et je ferai les choses pour. Si je peux aider. Après, au bout d'un moment, attention, hein, je vais t'aider. Oui, mais. C'est comme tout, hein, je vais t'aider, mais si à un moment donné, tu prends pas tu saisis pas l'opportunité, c'est pareil, hein, je vais arrêter et je vais plus t'aider. Mais par contre, je l'aurais fait. Je serais content parce que je l'aurais fait. Et puis après, tu as saisi ou non. Mais bon, du coup, ouais, c'est vrai que ouais, c'est un de mes points forts. T'as raison. Si tu avais un message aux entrepreneurs pour débunker un petit peu le côté associé, tu vois, on en a parlé au début, Ouais. où on n'a jamais fait de pacte d'associés, alors que tout le monde Ouais. nous dit. Tu te rappelles cette phrase qu'ils nous disent, c'est obligé de te rappeler cette scène, où on est vers Orange, là, on voit des potentiels investisseurs, c'était au tout début qu'on Ouais. commence à rencontrer des gars, et ils nous disent le nombre parfait d'investisseurs, le nombre parfait d'associés est un nombre impair Super, ouais. et inférieur à 2. Ouais. Tu te rappelles pas ça? Ouais. Je me rappelle. Et genre, nous, on part de là, on se dit merde, Je me je rappelle, commence à ouais. discuter. Grave. De toute Mais façon, ça a été un point. Je crois que 90% des gens sont contre l'association et Ouais. nous ont tous déconseillé de le faire. Et pourtant, moi aujourd'hui, mais si ça devait être recommencé, mais je recommencerais exactement de la même manière. Alors, il y a le côté où on dit des fois de s'associer avec la famille ou avec les amis, elle est peut-être différente, ça je le crois. Ça, je pense que c'est possible, mais après, je pense sincèrement que l'association, pour moi, c'est un atout. C'est un atout. Moi, ce que j'ai aimé dans notre association, c'est que on se connaissait pas trop. Donc, du coup, on avait moins de. on a des réserves au début. On avait des réserves Alors, et on se attention. respectait. Ouais. Et on se respecte toujours, hein, mais on se respectait beaucoup plus, je pense, que si on avait été avec son Un ami, meilleur ami. ouais.
Parce que les matins, des fois, quand on n'avait pas envie de venir bosser, Oui. tu disais, attends, j'ai mon associé, il bosse, comment il va le prendre si je lui dis, je vais pas bosser. Autant ça serait mon meilleur pote, je l'appelle, je vais pas travailler aujourd'hui, va te faire voir. Mais là, du coup, on avait une rigueur qui faisait qu'on se tenait au même niveau tous les deux, tu vois. Et je pense que ça, c'est un gros point fort. Et après, moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'être assez intelligent pour mettre en priorité la société, la faire avancer. Et ouais, tu as des disputes, tu as des moments où on n'est pas d'accord. Ouais, c'est pas dispute, c'est le moment où on n'est pas Ouais, d'accord. des moments où on n'est pas d'accord. Et on n'a pas parlé sur les royalties, justement, on pourra en parler. Mais on a des moments où on n'est pas d'accord, mais en fait, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui lâche. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas toujours tout qui est rose dans la vie. Et donc, à un moment donné, il faut savoir où dire oui ou dire non. Ouais, des fois, tu suis, comme tu dis, pour les royalties. Voilà. C'est toi qui avais eu l'idée des royalties fixes. Ouais. Moi, je voulais des royalties au pourcentage, qui me paraissait beaucoup plus cohérent. Et on aurait gagné plus d'argent. Aujourd'hui, on en gagnerait plus, mais on aurait peut-être pas ouvert autant de studios. Peut-être pas. C'est même pas, c'est sûr et certain. C'est sûr. D'ailleurs, c'est une de nos plus grandes forces. Et comme tu dis, pour ceux qui nous connaissent, qui ont bossé ensemble, des fois, souvent, parce que c'est moi qui suis en avant, on a l'impression que c'est moi qui ai tout le temps été le leader. Mais oui, comme tu dis, c'est qu'il y a des fois où on sait s'effacer et dire non. Il y a des fois où on sait dire non, j'insiste sur ce sujet-là, il faut que tu m'écoutes. Bien sûr. Et c'est vrai que nous, on a réussi, je pense, tout le temps à trouver cet équilibre. Cet équilibre, Et même moi, parce que il y a eu un passage, je commençais à prendre la direction de la société, où malgré tout, c'est pas c'est moi qui ai la direction, tais-toi. Non. On s'écoute et on fait ça. Mais moi je trouve que c'est une force d'être associé. Je suis d'accord avec toi. Moi je pense que le meilleur conseil qu'on peut avoir pour l'association, c'est de garder cette rigueur tout le long. Tout le temps, tout le long et pas s'asseoir sur pas se reposer sur ses lauriers en se disant c'est bon, c'est mon pote, il prendra pas mal, parce qu'en fait justement c'est là où on est pas mal, c'est encore pire même. Donc respectez ça. Moi je vais même plus loin, tu sais, c'est en 2023 où on est en coloc, toi et moi. Et moi je m'occupais du développement de la boîte, toi tu étais en train de finir t'occuper du développement de ton studio. Et donc concrètement, et je le dis dans une vidéo là récemment, ça me faisait du bien de t'avoir avec moi. Bien sûr. Et même si, parce que j'étais sur des sujets où on n'avait pas des réunions tous les jours, où on n'en parlait pas forcément, c'est pas le sujet en fait. Mais le fait de t'avoir avec moi, le fait d'avoir une présence, le fait de ne pas être seul, c'était un game changer. Et de temps en temps, il y avait un petit sujet, on en parlait, et j'avais besoin de conseils, de discussions miroirs. Tu sais, c'est ce qu'on va appeler une discussion miroir, où on va en parler, tu vas me donner un peu ton feedback, tu vas m'aider à prendre un peu de recul sur une situation. Et ce moment, moi, que je dis qui était un petit peu dur en 2023, parce que c'était un moment un peu charnière là, dans le développement, je suis content de t'avoir eu avec moi en fait. Tu sais qu'on était en coloc et que moi je bossais à la maison du coup, mais ça m'a fait du bien. Et c'est vrai que ça débunk un petit peu ce truc où je trouve qu'on est trop dans le non, faut pas s'associer. Alors je sais pas si c'est français, j'ai un peu l'impression. Parce que aux États-Unis il y a beaucoup ces idées là de cofondateurs et ainsi de suite. D'ailleurs j'ai regardé un film hier sur la fille qui a lancé comment il s'appelle le truc de rencontre, Badoo et celui que tu swipes là. Tinder. Et la meuf qui a lancé ça, et en fait au début c'est pas elle qui le lance, mais vu qu'elle a participé au développement, elle est devenue cofondatrice. Après il y a toute une histoire. Et ils ont ce truc de faire entrer des gens en disant on est cofondateur même dans les cabinets d'avocats. Tu deviens associé. Alors que nous en France on a toujours ce truc là de dire faut pas prendre d'associé. T'as vu, moi je l'ai dit tout à l'heure, en disant tu prends pas un associé s'il veut pas t'apporter quelque chose qu'un salarié peut pas t'apporter. Mais donc du coup toi t'es un pro association, faut s'associer. Oui, complètement. D'ailleurs dans tous tes projets t'as des associés là. D'ailleurs, il y en a aucun où t'es seul. C'est vrai. Complètement. Alors après je pense qu'il y a des projets où monter un studio Iron Body Fit, je pense qu'on peut le faire seul, sincèrement. Mais après il y a des projets où en tout cas je n'irai pas à dire l'association est une mauvaise chose, pas du tout. Au contraire, et comme tu dis, je ressens exactement la même chose. Il y a plein de moments, et il y a encore aujourd'hui où on s'appelle, je te demande des conseils et tu me les donnes, et vice versa, comme tout au long de ces 10 ans qu'on a passé, mais complètement. Par contre, on a un truc qu'on n'a jamais fait, c'était le pack d'associés, on l'a dit tout à l'heure. Mais en fait, on n'avait pas écrit, mais il était quand même dans nos têtes. On a beaucoup discuté quand même. Moi, c'est un truc, je dirais, faites-le le pack d'associés. Faites-le. Ne serait-ce que pour réfléchir à certains sujets. Comment ça se passe qu'il y a ci, comment ça se passe qu'il y a ça, comment ça se passe s'il y a une sortie, s'il n'y a pas une sortie, comment c'est. Ça, je pense, c'est important de l'évoquer.
de façon régulière. Ouais, je suis d'accord. Ça, je conseillerais aussi de le faire. Après, nous, la confiance, elle était complètement différente parce qu'on a vraiment une confiance, mais aveugle entre nous. Et enfin, je pense que tu ressens la même chose, mais moi, aujourd'hui, justement, si on l'a jamais fait, c'est parce que alors, peut-être qu'on se trompe, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je pense qu'on se connaît assez maintenant pour dire que non, mais en tout cas, oui, je suis d'accord de dire qu'il faut le faire. Moi, c'est pas tellement par rapport à la confiance, c'est plutôt de savoir où est-ce qu'on est positionné par rapport à l'autre. Où Ouais. est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu n'attends pas. Le pacte d'associés, pour moi, c'est un peu plus ça. Et tu vois, c'est un peu l'histoire pour un couple, tu vois, un divorce. Je trouve que justement, si un couple, de façon assez régulière, il se disait, ben, si on se sépare maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Ça amènerait potentiellement soit une séparation plus souple, Ouais. soit Dans le justement long moins de pression terme. de se dire ouais mais attends, si on se dispute et qu'on se sépare, parce que des fois en fait tu vois pas forcément la séparation, tu vois, mais d'avoir plus cette je dirais cette liberté Ouais. et cette enfin comment dire ça, tu sais, des fois tu as des couples ils se séparent pas parce qu'ils ont l'impression que attends, si je me sépare et l'autre il va me prendre ci, il va me prendre ça, il va pas Ouais, me faire bien ci, il sûr. va me faire ça, et du coup ça tu n'as pas une discussion qui n'amènera peut-être pas forcément à la dispute, qui n'amènera peut-être pas à la séparation, Ouais. mais que tu dois avoir, tu vois. Il vaut mieux l'avoir dans un bon état d'esprit en plus, cette discussion. Et En étant plutôt que de libéré, le faire, en se disant, voilà. ben voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est clair. On est d'accord, ben il se passera ça, on n'est pas d'accord, ben il se passera ça, et c'est pas grave, c'est la clair. vie, c'est comme ça. Ouais, c'est clair. Un petit mot à la fin, alors peut-être, là du coup, pour tous ceux qui se diraient, Joanne a quitté le navire, et du coup, comment tu vois Iron Magnifique dans les 10 prochaines années? Comment je vois Iron Modified dans les 10 prochaines années? Sincèrement, tu sais, tu as toujours cette phrase-là que tu dis j'aimerais amener Iron Modified en bourse, j'aimerais amener Iron Modified aussi grand que les franchises McDonald's. Et sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Alors en même temps, j'ai un petit pincement au cœur et en même temps une fierté parce que là, je vais plus être dedans. Ouais. Mais par contre, quand je vais voir, des fois, ça me l'a fait la semaine dernière. Je sais plus où j'étais en France ou je sais plus où j'étais. Et je roule. Et à un moment donné, je savais même pas qu'il y en avait un qui avait ouvert là. Et c'est une amie à moi en plus qui me dit oh, regarde, Iron Modified. Ah, mais merde. Mais c'est trop marrant. J'adore ça en fait. Et Ouais. je me dis, en fait, là, je vois exactement ça dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire que je vais me balader dans les pays. Et tu vas voir partout. Je vais arriver et bam, je vais voir un Iron Modified. Et là, dans ma tête, je vais me dire, bah, la personne avec qui je serai ou pas, je vais lui dire, bah, tu sais que l'idée au début c'était moi, il va me croire ou pas? J'en sais rien, peut-être qu'il me croira pas, il va croire que je suis fou. Mais en tout cas, je vois exactement ça. Je pars en voyage et bam, je tombe sur un Iron Modified. Je me dis, putain, il est bon ce Adrien, il a encore développé ici quoi. Mais je vois Iron Modified dans les 10 prochaines années comme ça, vraiment. Vraiment. On va tout faire pour. Ouais, j'en doute On pas. va faire tout faire pour, et moi, je mets un point d'honneur à ne pas. Et tu vois, je l'avais fait avec Richard qui était là qu'au début, dans les séminaires et ainsi de suite. Mais moi, même pour moi, à ne pas tomber dans ce truc où, tu sais, dans 10 ans, c'est qui Joanne? Ouais, c'est un gars que j'ai connu vite fait. Ouais. Je veux pas qu'il y ait de photos de moi au bureau, mais je pense qu'il y aura une photo de toi. Mais Ok. ouais. Bon, on se fait un petit bisou du doigt Yes. pour de la Allez. caméra. Le corps, le corps. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Et vous avez vu, Joanne a des projets. S'il y en a qui sont curieux ou qui ont envie de faire partie de ces projets, n'hésitez pas à le contacter. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, à bientôt.